Bonjour à tous et à toutes. On va commencer déjà par le petit test de démarrage. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je regarde en même temps vos messages, comme ça je sais qu'on a du CM1, on a du CE2, CM1. Quelqu'un en CE2? Donc CE2, CM1 et a priori pas mal de CM. Ça tombe bien, vous avez la chance d'avoir des nouveaux programmes, les CM1, et depuis très peu de temps. Donc c'est chouette. Oui, alors on me dit bonjour Linda. Oui, oui. J'en déduis que vous m'entendez et vous me voyez. Et donc, bonjour aussi à Asia qui est là pour, comme modératrice et qui va donc répondre, bien sûr, à toutes vos questions, toutes les questions que vous pouvez vous poser sur Passion Pédagogie, sur la formation et aussi sur les programmes, les nouveaux programmes. Je vais faire de mon mieux pour vous répondre, voilà, assez, on va dire, complète de manière assez complète et on va démarrer tout de suite. Voilà, donc les nouveaux programmes, ce qu'il faut savoir. Donc, il y a parmi vous des gens qui sont déjà inscrits à la formation euh, Passion Pédagogie, d'autres certainement qui viennent regarder ce live parce qu'ils veulent en savoir plus sur comment prendre en main ces nouveaux programmes. Et puis d'autres qui étaient d'anciens d'objectifs CRPE. Donc je vous salue tous, ravis d'être là avec vous maintenant et on démarre. Alors, qu'est-ce que c'est que Passion Pédagogie? Donc moi, j'enseigne sur la plateforme Objectif CRPE et aussi sur Passion Pédagogie. Donc initialement, Objectif CRPE donc préparait et prépare toujours les candidats au concours. Et puis dans la continuité, donc Passion Pédagogie est née de cette volonté de cette volonté d'aider les candidats qui sont devenus entre-temps professeurs des écoles, de les aider à entrer, à entrer dans leur classe de manière détendue, en ayant toutes les informations nécessaires. Et donc, voilà. Donc, c'est une formation qui permet justement, comme le dit la slide suivante, hein, hop, parcours rentrée, zéro stress. Donc, je reviens sur la slide précédente, voir si j'ai pas oublié. Donc, notre mission, vous donner des outils concrets, oui, ça c'est important, et innovants pour une première année épanouissante qui ne sera pas sans challenge, hein, il faut être honnête, mais effectivement, les clés qu'on vous donne chez Passion Pédagogie vous permettent quand même d'abord de communiquer, de mieux comprendre ce qui va se passer et donc d'appréhender les choses avec déjà des connaissances, avec l'expérience d'autres personnes et notamment des formateurs chez Passion Pédagogie. Voilà, donc la petite slide suivante qui vous dit que pour un parcours rentrée zéro stress, vous avez 20% sur la formation si vous vous inscrivez donc avant le 31 juillet. Voilà, je vais donc démarrer aujourd'hui. Alors, je suis désolée, j'ai chaud. Parce que là, je me vois, je me dis, oh là là, pouf, j'ai très chaud, bien qu'il fasse quand même meilleur dans les studios que dehors. Donc vous m'excuserez voilà, cette allure un petit peu déconfite, mais je fais de mon mieux et l'important, c'est surtout ce que je dis. Allez, c'est parti pour les fameux programmes, ces nouveaux programmes. Alors, que va-t-on se raconter pendant ce live? Que vais-je vous raconter pendant le live? D'abord, une petite présentation générale. Où trouver les nouveaux programmes et les ressources. Ça, c'est pour éventuellement les personnes qui nous écoutent et qui sont encore, voilà, qui n'ont pas encore fait ce pas-là, avec une première approche. Nous allons ensuite entrer dans ce qu'il faut retenir, hein, pour aborder la rentrée de manière zen, y compris vis-à-vis de vos formateurs, parce que j'imagine que dans le fait de vouloir maîtriser ces nouveaux programmes, il y a une part de vous qui se dit, ben voilà, je voudrais comprendre les nouveaux programmes pour préparer ma classe, et il y a une part de vous qui se dit, j'ai peur un petit peu de ce qu'on pourrait me demander de maîtriser à la rentrée. Par exemple, les inspecteurs, les formateurs ou les enseignants, vos tuteurs, voilà. Donc, on va aborder aussi ça. Donc, ce qu'il faut retenir, les principes, les points de vigilance, les points saillants pour le français, pour les mathématiques, de la même façon. On verra ensuite l'organisation des savoirs. Comment est-ce que c'est
organisé de manière à ce que vous ayez une vision synthétique. C'est souvent comme ça qu'on retient les choses importantes. Et puis une partie 3 pour la prise en main. C'est un live qui ne devrait pas prendre trop de temps et donc Asia est là pour répondre à vos questions. J'aurai moi-même un temps pour répondre à vos questions si besoin. Voilà, puis une petite conclusion. Donc c'est parti. Alors, la présentation générale, où trouver ces nouveaux programmes et les ressources qui les accompagnent. Alors je précise que depuis que j'ai fait la première vidéo chez Objectif CRPE sur les nouveaux programmes, puis depuis que j'ai préparé donc ce document, les livrets d'accompagnement des programmes tombent. C'est-à-dire que là, j'ai encore regardé ce matin, il y a des livrets pour les mathématiques, d'accompagnement pour les maths et le français au cycle 1 qui n'étaient pas encore en ligne. Il y a donc une semaine, 10 jours quand j'ai commencé à préparer ce document. Donc surtout, pensez régulièrement à aller voir sur les liens, via les liens que je vous ai fournis ici, pensez à aller voir régulièrement sur Eduscol. Vous allez voir que petit à petit, je pense que l'Éducation nationale travaille cet été à vous fournir un maximum de documents pour la rentrée. Alors vous allez me dire c'est super, et d'un autre côté, ça fait du boulot. Oui et non, parce que c'est par année. Hein, comme vous savez, maintenant, les programmes, c'est par année. Donc, vous allez cibler votre niveau, par exemple CM1 ou, ou le grande section ou avant 4 ans, etc. Et vous allez uniquement, bien sûr, lire ces documents-là. Alors, où est-ce qu'on trouve déjà les programmes? Sur Eduscol. Eduscol, c'est votre nouveau, pour cette année, c'est votre site de référence. Hein. Eduscol, c'est le site des enseignants. Et puis, je vous ai mis donc les 3 liens. Donc pour le cycle 1, français et mathématiques, pour le cycle 2 et pour le cycle 3, vous arrivez sur la page et vous avez tout de suite accès aux nouveaux programmes dans toutes parce qu'il y a français, maths, mais il y a aussi EMC, etc., langue vivante. Donc dans tous les domaines, vous avez accès en allant simplement, et alors si vous voulez pas suivre ces liens, vous tapez sur le moteur de recherche un nouveau programme et vous tombez dessus. Donc en ce qui concerne ces premiers liens, c'est très facile d'accès. J'ai mis en vert donc là un conseil, téléchargez-les dès maintenant et prenez l'habitude de vous y référer. Faites-vous tout de suite une boîte à outils. Ne comptez pas sur Internet, sur une connexion défaillante ou je ne sais quoi pour aller chercher des informations. Hein. Parfois, on peut pas se connecter. Voilà. Donc, téléchargez tout, faites-vous un dossier, téléchargez-vous tous les documents dont vous avez besoin et pensez dès maintenant à vous y référer par petites touches. C'est-à-dire que dès maintenant, si vous commencez à réfléchir à votre classe, à vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec mes élèves de CE1 dans tel domaine, eh bien, commencez tranquillement, sans stress, à aller voir que disent les programmes, etc., tout en vous disant à chaque fois, je ne peux pas tout comprendre et tout connaître et tout savoir. Mais voilà, je maîtrise cette petite partie déjà, et puis vous verrez que moi je suis plutôt, comment dire, je préconise plutôt la méthode des petits pas, plutôt que de se faire mal, voilà, d'une seule fois. On continue, donc deuxième slide, les ressources. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez d'un côté les programmes et puis vous avez d'un autre côté les guides et les livrets qui vont tomber peu à peu. Ces guides et livrets d'accompagnement sont précieux et donc sur Eduscol toujours, là c'est un petit peu plus difficile à trouver, voilà pourquoi j'ai mis ces liens et donc qui seront aussi sous la vidéo et qui vous permettent d'accéder directement à la page parce qu'Eduscol a quelques petits mystères. Et parfois, on se dit, tiens, c'est marrant, je recherche ça, je le trouve pas sur le moteur de recherche, et puis je tombe par hasard sur cette page que je cherchais et voilà. Donc, je vous les donne directement. Là, vous avez vraiment la vidéo regard sur les nouveaux programmes. Donc, si vous savez, ce sont des inspecteurs de l'éducation nationale qui présentent les nouveaux programmes. Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez ces vidéos. Elles sont très bien faites. Il y a des questions d'enseignants auxquelles donc ces personnes répondent. Franchement, c'est court, c'est concis, c'est bien fait et c'est déstressant. Allez regarder, vous avez donc regard sur les programmes pour chaque cycle et pour français et mathématiques à chaque fois. Moi, je les ai toutes regardées et vraiment, alors que bon, voilà, je connais l'éducation nationale et je navigue dans ces eaux depuis longtemps, mais j'ai trouvé ça vraiment bien fait, vraiment intéressant. N'hésitez pas à aller consulter ces vidéos. Et donc, via ces liens, vous avez les livrets, les guides d'accompagnement. Voilà, je continue.
Alors, les domaines et les cycles concernés, ça c'est plus pour les gens qui arrivent hein, et qui se posent un petit peu les premières questions. Donc ici, aujourd'hui, on va parler de français et de mathématiques euh, seulement. Mais donc vous avez pour le français, cycle 1, les programmes d'enseignement pour le développement et la structuration orale et écrite. Vous voyez, je lis, je les connais pas encore par cœur moi-même. Hein. Cycle 2 et 3, ça devient programme de français. Mathématiques, programme d'enseignement pour l'acquisition des premiers outils mathématiques, et ça devient pour les cycles 2 et 3, je vais faire une petite parenthèse pour le cycle 3, les programmes de mathématiques. Donc ça c'est bien déjà quand on est au cycle 2 et cycle 3, nous avons affaire au programme de français, programme de mathématiques, des intitulés qui sont donc simplifiés par rapport aux anciens programmes pour ceux qui connaissent les anciens programmes, et donc notamment les capucines qui ont forcément dû apprendre les anciens programmes pour passer le concours. Un petit oui, je voulais dire par rapport au CM1, donc au cycle 3, les nouveaux programmes pour cette année ne concernent que le CM1 et la 6e. Autant dire pour nous, ici, le CM1. Parce que la 6e, voilà, c'est le cycle 3, mais nous, on n'enseigne pas en 6e. Donc là, je ne parlerai que du CM1. Quand je parle du cycle 3, je parle du CM1. Les programmes pour le CM2, ce sera l'année prochaine. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont du CM1 cette année, vous avez la chance, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des nouveaux programmes. Alors, comment les aborder, ces programmes? Eh bien, sereinement, comme j'ai écrit, vous allez vous dire: «Ouais, bah, c'est bien facile à dire, mais on n'est jamais vraiment serein». Mais il faut quand même garder à l'esprit que vous, pour cette première année, ça n'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est la gestion de classe, et donc vos formateurs seront sensibles à votre façon d'aborder la classe, d'entrer dans la classe, de faire connaissance avec le métier, avec vos élèves et cetera, plus qu'à vos connaissances parfaites des nouveaux programmes. Simplement, il faut montrer que vous êtes déjà engagé dans leurs connaissances, hein, c'est-à-dire montrer à vos formateurs que bien sûr vous avez commencé à lire les programmes et que vous avez conscience que ce sont les documents sur lesquels vous devez vous appuyer. Mais les formateurs eux-mêmes sont encore fragiles sur la connaissance des nouveaux programmes. Hein. On en est tous au même point. Et ça doit vraiment vous rassurer. Ne vous dites pas, je vais arriver dans une circonscription où tout le monde va être super au point sur les nouveaux programmes et puis moi, je vais devoir pas du tout. Vos collègues chevronnés en seront à peu près à la même chose que vous. Vos formateurs seront eux-mêmes formés à ces nouveaux programmes. Donc voilà, tout le monde en sera au même point. Donc, ce que je dis dans la slide, hein, ils sont structurés et pratiques. Et oui, c'est une. Alors bon, moi, j'entre pas dans la critique ici des anciens programmes, des nouveaux programmes. De toute façon, c'est ce que c'est. J'ai un avis. D'autres gens ont un avis, c'est pas le souci. Mais il faut reconnaître à ces programmes qu'ils sont structurés et pratiques. Et honnêtement, commencer sa carrière d'enseignant avec des programmes comme ceux-là, c'est quand même drôlement chouette parce que vous êtes guidé. Donc il faut vraiment les concevoir comme un guide. Alors vous qui, je pense aux Capucines, hein, qui vous êtes familiarisés avec les anciens programmes et qui les abordez aujourd'hui ces nouveaux programmes, évidemment vous vous dites bah oui, bah, faut tout changer. Pas tant que ça. Il n'y a pas grande différence, si ce n'est dans la forme, entre les anciens programmes et les nouveaux programmes. Honnêtement, d'un point de vue de tout ce que vous avez appris sur la didactique, sur la façon de faire classe, quand vous avez consulté les guides EduScol, etc., tout reste. Après, c'est une histoire de forme et c'est une histoire de transmission, la façon dont ces nouveaux programmes sont transmis. Et vraiment, retenez ça, c'est simplissime. C'est-à-dire que tout ce que vous savez déjà, c'est acquis et c'est très bien. Et gardez-le. Maintenant, ces nouveaux programmes vont simplement, dans la forme, vous guider différemment puisqu'il y a des priorités, etc. Mais au fond, elles étaient déjà là avant les priorités. On va y revenir. Donc, ils sont structurés et pratiques. Ils seront prochainement, comme je vous disais, accompagnés de livrets par niveau de classe et par thématique. Et ça, c'est aussi un grand confort pour les enseignants. Des formations sont prévues pour les formateurs et les enseignants, donc on se détend. Ça veut dire, vous allez arriver en classe et vous serez formés à ces nouveaux programmes et vos formateurs eux-mêmes n'attendront pas de vous une certaine maîtrise, etc. Il faudra vous y référer fréquemment et c'est comme ça que vous les maîtriserez peu à peu, méthode des petits pas. Et les grands axes didactiques, comme j'ai dit, restent inchangés. On se réfère toujours au guide EduScol et d'ailleurs, je dis en passant que les livrets d'accompagnement sont simplement
issus des guides EduScol. C'est-à-dire que les équipes en ce moment qui travaillent à fabriquer ces livrets se réfèrent aux guides EduScol. Donc quand vous maîtrisez les guides EduScol, quand vous les connaissez déjà, vous trouverez dans ces livrets simplement des applications pratiques qui vont vous simplifier la tâche, mais rien de nouveau qui va vous demander un grand écart intellectuel. Pas du tout. Je continue. Comment ces programmes s'insèrent-ils dans les dans les anciens programmes ou programmes généraux? J'ai dit programmes généraux parce qu'on ne va pas dire anciens programmes, nouveaux programmes. Disons que les anciens programmes sont des programmes encore en vigueur dans certains domaines. Donc à la rentrée de septembre 2025, ces programmes annulent et remplacent, on parle de maths et français, les programmes de français et de mathématiques des cycles 1, 2 et du CM1, comme je viens de dire. Tout le reste des programmes, excepté le MC, puisque effectivement, et les langues vivantes, ainsi que le socle commun et les guides EduScol sont en vigueur. Le nouveau socle commun entre en vigueur à la rentrée 2006, n'importe quoi, 2026. Donc là, ne vous inquiétez pas, pour cette année, vous gardez le socle commun qui est en vigueur actuellement. Je continue. Alors, première approche de ces programmes. Je vais prendre un petit peu de temps pour regarder le chat vite fait. Je vois que vous êtes assez nombreux. Mmh. La question de Livia. Comment faire le pont des anciens et des nouveaux programmes? Nouveaux programmes, typiquement les fractions, etc., etc. Nous ne sommes pas sûrs que les C2, CM1 de cette année auront vu. Oui, alors, oui, bien sûr, on s'adapte, hein, alors, c'est pour ça que vous serez formés sur le terrain. Évidemment que, alors je vais juste faire évidemment que l'entrée en vigueur de ces nouveaux programmes sur le terrain, hein, c'est-à-dire en pratique, va poser un certain nombre de questionnements. Mais ces questionnements, vous les aurez de la même façon que vos collègues chevronnés. Donc, ce sera aussi l'occasion d'en parler lors des réunions pédagogiques de rentrée d'équipe. Hein. Et évidemment que tout ça ne repose pas sur vos seules épaules. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir pallier à ces difficultés. Et ça ne peut pas être que votre souci, ce sera le souci de toute l'équipe, y compris de l'inspecteur de la circonscription. Et vous aurez dans ce cas des formations, des propositions de travail, etc. Faire le pont entre les anciens et les nouveaux, ça veut dire je prends en compte ce que savent faire mes élèves. De toute façon, vous serez bien obligé, nouveau programme ou pas, de prendre en compte ce que savent déjà faire vos élèves ou ce qu'ils ne savent pas encore faire pour adapter à partir des nouveaux programmes. Donc ça, si vous voulez, vous, simplement, ce que vous allez vous dire, c'est mes anciens programmes sont de côté, mais je sais que mes élèves ont effectivement eu des enseignements en lien avec ces anciens programmes. Mais moi, aujourd'hui, je travaille à partir de ces nouveaux programmes. Mais mon premier travail en tant qu'enseignant, c'est de partir de là où sont mes élèves. Donc, vous voyez, là, toutes ces questions que vous posez avant, tant que vous ne serez pas entré dans la classe, tant que vous n'aurez pas rencontré vos élèves, ce sont des questions auxquelles vous n'aurez pas réellement de réponse, tant que vous n'aurez pas rencontré votre équipe pédagogique. Ça va varier d'une école à l'autre, ça va varier d'une classe à l'autre. On ne peut jamais répondre, il n'y a pas une seule réponse. Voyez, il y a autant de réponses qu'il y a de classes, qu'il y a d'enseignants, qu'il y a d'équipes pédagogiques, qu'il y a de circonscriptions. Donc, on se calme, on s'adapte à la classe. Et rappelez-vous que cette année, c'est bien ça qui est attendu de vous, c'est comment vous allez gérer votre classe et non pas comment vous allez montrer votre maîtrise des nouveaux programmes. J'espère que ça vous rassure un petit peu. Alors, une première approche. En français. Donc, à chaque fois, je fais français et puis mathématiques. Donc, les programmes de français. Le titre. Alors là, je décortique un petit peu pour ceux qui ne seraient pas encore familiers, et désolé pour les autres, hein, qui ont déjà lu 15 fois les nouveaux programmes, mais pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ces nouveaux programmes, on va un petit peu regarder comment ils sont faits. Donc le titre, enseignement, le grand titre, hein, c'est enseignement primaire et secondaire. Donc là, on sent que tous ces programmes vont s'étaler ensuite jusqu'à la fin du secondaire. Les sous-titres en ce qui nous concerne. Cycle 1, ça s'appelle encore, quand je dis encore, c'est avec un titre un peu à rallonge, programme d'enseignement pour le développement et la structuration du langage oral et écrit du cycle 1. Et puis au cycle 2 et 3, ça s'appelle programme de français. Viennent ensuite
Donc, à chaque fois, on a un sommaire, donc dans tous les programmes, hein, un sommaire, des principes, vous avez vu, la fréquence des temps d'apprentissage, surtout pour le cycle 2, une alternance de textes et de tableaux. Ces nouveaux programmes donc se veulent accessibles et structurés. Il faut apprendre à naviguer dans ces programmes. C'est-à-dire regarder vraiment à partir du sommaire comment ils sont construits. Vous gagnerez du temps pour aller les consulter. C'est important de se familiariser avec la structure parce que quand on comprend comment le document est construit, on a, mais ça c'est valable pour tout, hein, on a donc aussi vite fait ensuite d'aller chercher l'information qui nous intéresse. Donc, la forme et la structure au cycle 1. On a 3 thématiques au cycle 1 en français. Acquérir le langage oral. Je vais le répéter, hein, donc ne vous inquiétez pas. Là, je fais un petit état des lieux et je vais le répéter ensuite et ce sera illustré de manière différente. Comme ça, il y en a un peu pour tout le monde, pour ceux qui préfèrent les listes, pour ceux qui préfèrent les schémas. Donc, 3 thématiques. Acquérir le langage oral, passer de l'oral à l'écrit, se préparer à apprendre à lire, passer de l'oral à l'écrit, se préparer à apprendre à écrire. Ça, c'est pour le cycle 1. Et ensuite, la forme et la structure toujours. Pour chacune des thématiques, vous avez remarqué que maintenant, ça ne s'appelle plus des compétences, mais des thématiques. Donc peut-être que pour ceux qui ont passé le concours cette année, celles et ceux qui ont passé le concours cette année, il va falloir apprendre à dire thématique au lieu de compétences, mais en même temps, ça reste des compétences, donc on ne vous reprendra pas là-dessus. Mais dans le programme, ça s'appelle des thématiques. Donc, et voyez, dans la thématique, c'est ce qui est le plus général, et en dessous, vous avez la compétence. Alors qu'avant, on appelait ça des compétences directement. Donc, pour chaque thématique, vous avez la compétence, un préambule, c'est-à-dire un petit blabla, un petit texte qui a son importance, auquel vous n'allez pas vous référer à chaque fois, mais c'est important, les préambules, d'en avoir compris la teneur. Donc, il faut les lire à un moment donné quand même. On passe pas directement au tableau. On lit les préambules parce que ça donne un peu l'esprit de ce qui est attendu, l'esprit des programmes. Et quand on lit bien les préambules, on s'aperçoit que ça n'est pas si différent des anciens programmes. Donc le préambule, ensuite des points de vigilance, ça c'est nouveau, c'est pour vous, c'est pour les enseignants, les points de vigilance, on va y revenir. Ensuite, vous avez le niveau de classe. Alors, au cycle 1, maintenant, c'est à aborder avant 4 ans, à partir de 4 ans, ou dès que les apprentissages précédents ont pu être observés, à partir de 5 ans, ou dès que les apprentissages précédents ont pu être observés. Puis ensuite, vous aurez une sous-compétence avec un tableau, et dans le tableau, objectif d'apprentissage, ce qui simplifie aussi vos préparations, et exemple de réussite. Et ça aussi, on l'avait avant, simplement, là, c'est fait, c'est organisé différemment. Donc, de la même manière, cycle 2 maintenant. 5 thématiques, donc on passe de 3 thématiques à 5 avec lecture, écriture, orale. Petit changement, vous avez vu, qui a une importance. Le vocabulaire sort du lot pour venir former une thématique à part entière. Hein. Avant, il était donc dans grammaire, enfin, vous avez compris, dans la sous-partie grammaire et orthographe, etc., il était assimilé. Là, il devient important. Pourquoi? Parce que l'enrichissement du lexique, du vocabulaire, que ce soit au cycle 1, au cycle 2, au cycle 3, est prioritaire. Donc voilà, c'est une chose, je pense que vous savez déjà tous et que vous avez à l'esprit. Et ça, vous pourrez le dire à vos formateurs, vous pourrez montrer que vous avez déjà à cœur d'enrichir le lexique de vos élèves dès qu'ils sont de la petite section jusqu'au CM2, ça reste une priorité. On va voir que ces thématiques reviennent aussi pour le cycle 3. Donc, vocabulaire, puis grammaire et orthographe. Alors, de la même manière, hein, comment c'est organisé? À peu près pareil qu'au cycle 1, avec quelques petites différences. Pour chaque thématique, un préambule, les fameux points de vigilance pour l'enseignant, un tableau de fréquence, et oui, c'est-à-dire là, on vous donne des informations sur combien de fois par jour, par semaine, vous êtes censé. Donc là, c'est pareil, je pense que ça peut être source de stress pour pas mal d'enseignants, et d'ailleurs, c'est revenu dans ces fameuses vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure, regard sur les programmes. Il y a des enseignants chevronnés qui se posent cette question, mais comment on va faire? Comment on va faire pour tout faire, etc. Il y a des réponses qui sont données, donc c'est pour ça que je vous disais d'aller voir ces vidéos. Il y a des tableaux de fréquence, on se dit, mais c'est extrêmement fréquent, on va devoir faire ceci, cela, tous les jours, etc. Et donc, ce qui est dit dans ces vidéos, c'est qu'on va jouer aussi sur toutes les disciplines. Pas seulement, si par exemple on doit lire tous les jours, on lit dans tous les domaines. Voyez?
On écrit dans tous les domaines. On n'écrit pas, on va pas faire lecture français et écriture français, et puis après séparer des autres domaines. Il y a toujours une forme de transversalité. Donc on se rassure par rapport à ces fréquences d'enseignement. Ensuite, vous avez le niveau de classe, donc cours préparatoire, cours élémentaire première année, deuxième année. Vous avez la sous-compétence, et puis un tableau, objectif d'apprentissage, exemple de réussite. Et je passe au cycle 3 qui donc concerne le CM1. Là, on a 6 thématiques, c'est-à-dire que la lecture, donc c'est lecture, écriture, orale, vocabulaire, grammaire, orthographe, grammaticale, puisque tout ce qui est lexical sera dans vocabulaire. Et donc, nous avons cette partie vocabulaire qui est toujours là. Et puis, une nouvelle thématique qui s'appelle culture littéraire et artistique. Et de la même manière, j'y reviendrai, et de la même manière, la forme et la structure, voilà, je le fais une troisième fois, je ne ferai pas la même chose pour les mathématiques parce que, après, vous avez compris, pour chaque thématique, des principes, les points de vigilance, le tableau de fréquence tous les jours, toutes les semaines, dans l'année, le niveau de classe, cours moyen, première année, deuxième année, sixième, la compétence et l'objectif d'apprentissage. Là, il n'y a pas de tableau. Ils sont un petit peu différents, ceux de cycle 3, les programmes de cycle 3. De toute façon, j'espère que pour la plupart d'entre vous, vous avez vos affectations. Vous n'allez donc pas consulter tous les programmes. Moi, je les présente tous, mais évidemment que vous allez aller directement dans votre cycle. Je vous conseille quand même de vous familiariser avec les programmes du cycle, d'aller regarder un peu ce qui se fait avant et après, avant de faire un focus sur votre niveau de classe. C'est intéressant et ça permet aussi de donner du sens à ce que vous allez faire apprendre à vos élèves, et aussi ça vous permet de savoir ce qu'ils savent déjà et ce qu'ils devront savoir l'année d'après. Donc c'est super important, la progressivité, la progression. Voilà, donc ça c'était pour le français. Maintenant on passe aux mathématiques. Aux mathématiques, donc avec les programmes de mathématiques, donc je reprends le titre, enseignement primaire et secondaire, le sous-titre. Au cycle 1, ça s'appelle programme d'enseignement pour l'acquisition des premiers outils mathématiques, donc ça ne change pas énormément par rapport aux anciens programmes. Cycle 2 et 3, programmes de mathématiques, viennent ensuite les sommaires, les principes, une alternance de textes et de tableaux, et ces nouveaux programmes de mathématiques sont détaillés et illustrés. Ils sont plus longs que les programmes de français en termes de nombre de pages, mais ils sont extrêmement bien faits, vraiment détaillés, etc. Moi, enfin, si je commençais franchement aujourd'hui ma carrière, je serais contente d'avoir ces programmes pour me guider, pour m'aider à entrer dans le métier. Je trouve que, voilà, je le prendrais comme un guide. Ça n'est que mon avis. Forme et structure, donc au cycle 1, là on a 5 thématiques. Découvrir les nombres, utiliser les nombres pour résoudre des problèmes. Donc avant donc les problèmes étaient dans la partie des nombres, et c'était aussi une compétence transversale, résoudre des problèmes. D'accord? C'est-à-dire que ça concernait finalement toutes les parties. Là, vous voyez que utiliser les nombres pour résoudre des problèmes, ça sort du champ de chacune des parties pour faire une thématique à part entière. Donc ça aussi, c'est un petit changement. Ensuite, on aura exploré les solides et les formes planes, comme on avait, explorer les grandeurs, la longueur, la masse, la contenance disparaît. Donc ça aussi, vous n'avez plus cette thématique de la contenance qui va apparaître au cycle 2. Se familiariser avec les motifs organisés, ça aussi c'est une nouvelle thématique. Ça veut, en fait, pour ceux qui ont déjà peut-être, qui ont déjà enseigné, c'est tout ce qui est algorithmique et qui est c'est-à-dire nous avant quand on parlait d'algorithme, c'est un terme impropre puisque un vrai algorithme c'est pas ça. Donc ce sont les motifs organisés, les récurrences, les motifs répétitifs, etc. Apprendre aux élèves à mémoriser, à comprendre un motif organisé, une alternance, à la répéter, etc. Et d'ailleurs je suis allée consulter les livrets et les propositions de séquences, et je suis ravie parce que moi qui aime l'éducation musicale particulièrement, je me suis rendu compte qu'il y a une séquence sur les motifs sonores. Et je trouve que c'est vachement bien parce que habituellement, quand on pensait algorithme, entre guillemets, quand on enseignait, on pensait les petites guirlandes avec un rond, un carré, un triangle, un rond, un carré, un triangle, un rouge, un bleu, un vert, etc. C'était plutôt visuel. Et donc, je trouve bien qu'on pense aussi à la récurrence des motifs sonores. Et donc, à développer l'attention et non pas l'audition, mais la perception auditive de nos petits élèves. Voilà. Et donc, ça, c'est pour le cycle 1 en mathématiques.
Forme et structure, donc au cycle. Alors là, je vous redis pas, hein, comme tout à l'heure, c'est toujours pareil. Donc les principes. Alors c'est pas toujours pareil d'ailleurs, c'est un petit peu différent à chaque fois, mais globalement dans la forme, vous avez les principes, vous avez ensuite les points de vigilance, etc. Comme je l'ai proposé pour le français. Au cycle 2, les 5 thématiques deviennent 4 thématiques, avec nombre et calcul et résolution de problèmes. Donc hop, les problèmes viennent s'agglomérer au nombre et calcul. Ensuite, vous avez grandeur et mesure, espace et géométrie, organisation et gestion des données. Donc organisation et gestion des données, c'est nouveau. Donc ça fait, vous voyez, il y a des petites nouveautés dans la forme, parce que dans le fond, c'était déjà enseigné au cycle dans les anciens programmes. Voilà, plus ou moins suivant les enseignants. C'est-à-dire que effectivement, les enseignants pouvaient le faire ou pas, suivant leurs appétences, etc., suivant le temps, suivant le niveau des élèves. Là, c'est vraiment ça apparaît dans les thématiques. Voilà, c'est ça la différence. Alors, et puis au cycle 3, donc c'est-à-dire le CM1, nous avons 6 thématiques pour le coup, nombre, calcul, résolution de problèmes, comme au cycle 2, grandeur et mesure, espace et géométrie, comme au cycle 2, organisation, gestion des données, comme au cycle 2, avec 2 thématiques supplémentaires qui sont la proportionnalité, qui existait aussi dans les anciens programmes, simplement elle ne faisait pas l'objet d'une thématique particulière, elle était incluse, et initiation à la pensée informatique, de la même manière, les enseignements figuraient dans les anciens programmes, mais là, ça fait l'objet d'une nouvelle thématique. Voilà, et donc c'est pas plus mal parce que ça veut dire que vous aurez des livrets d'accompagnement à chaque fois pour chacune de ces thématiques, et donc c'est assez, je le répète, assez guidant. Voilà. Mélodie qui dit: «La conjugaison est toujours considérée comme de l'orthographe grammaticale». Oui, tout à fait. Il y a tout un pan sur la conjugaison dans les programmes du CM1. Oui. Ah oui, quand on n'a pas les affectations, ça veut dire que au dernier moment, il va falloir attendre, voilà, jusqu'au dernier moment. À ce moment-là, heu, moi je dirais, essayez de prenez un peu de temps pour, voilà, pour regarder comment sont faits les programmes, heu heu, mais ne vous dites pas: «Ah là là, il faut que je lise tout, il faut que je connaisse tout». Peut-être à ce moment-là, faites un focus sur plutôt comment est-ce qu'ils sont organisés, quelles sont les nouveautés. Allez voir sur Eduscol régulièrement quels sont les livrets qui sortent. Regardez ces fameuses vidéos, sur les programmes parce que, c'est plutôt agréable à écouter et ça vous donne quand même une vue d'ensemble. Voilà, et ensuite vos formateurs sont conscients, hein, que si vous venez d'avoir votre affectation, eh bien vous venez simplement de découvrir les programmes pour votre classe. Hem, le maître mot à l'éducation nationale et quand on commence et ensuite, c'est adaptabilité et on apprend à le faire avec de moins en moins de stress parce que si on se stresse dès le début et si on essaie d'être au taquet, si voilà, on a du mal à tenir sur la durée. C'est un peu une course de fond. Donc il faut rester adaptable, serein et se dire à chaque problème sa solution et vos formateurs sont là pour vous former et pour vous aider et Passion Pédagogie est aussi là pour vous proposer, des formations, des lives, des vidéos, aidantes, hein, où vous pourrez poser toutes vos questions et cetera. Donc vous êtes accompagnés par ces nouveaux programmes, par la formation, Passion Pédagogie si vous la prenez, par vos formateurs sur le terrain, donc pas de panique. Il faut vraiment, vraiment se détendre. Je sais, c'est facile à dire. Je suis passée par là moi aussi et avec le recul, oui, j'aurais pu éviter bien, bien du stress. Alors les principes, qu'est-ce que c'est que ces fameux principes? Je vais vous donner quelques exemples. Hop. Donc les principes, alors évidemment ce ne sont que quelques exemples, hein, parce que des principes, il y en a beaucoup, beaucoup dans chacune des thématiques. J'en ai choisi quelques-unes. Donc par exemple, en français. En français, donc les principes, oui. Alors, définition, que sont les principes? Ils donnent le cadre et la direction. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Vous voyez ces fameux préambules, ce qu'on appelle les préambules, c'est-à-dire les textes avant le tableau. C'est important de les lire. Par exemple, au cycle 1, l'enseignement du vocabulaire est prioritaire. Donc, une maîtrise suffisante de la langue repose sur l'usage d'au moins 2500 mots. En fin de grande section, l'enseignement du vocabulaire doit donc être explicite,
progressif et structuré. J'attire votre attention sur ces 3 mots. Ces 3 mots, vous pouvez tout de suite les marquer sur votre frigo. Explicite, progressif, structuré, parce qu'ils sont à toutes les sauces dans les programmes. Explicite, structuré. Hein, et vous les lirez dans les principes, vous les lirez en mathématiques, en français, du cycle 1 au cycle 3, dans les préambules, etc. Cycle 2. Au cycle 2, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture constitue le cœur de l'enseignement du français. C'était déjà le cas avant. Simplement, là, c'est dit de manière explicite, justement. Vous voyez, mais c'était déjà le cas dans les anciens programmes. Et doit être présenté comme une source de motivation, de plaisir et d'accès au savoir et à la culture. Je crois même que c'était dit dans les anciens programmes, déjà. Mais c'était peut-être un peu plus long. Cycle 3. Au cycle 3, l'année est orientée, c'est un exemple toujours pareil, hein, par une perspective découvrir, jouer. J'ai mis un peu le focus là-dessus parce que c'est nouveau. Celle-ci encourage et valorise le plaisir de la découverte et du jeu dans le processus d'apprentissage à travers l'acquisition de compétences langagières, linguistiques, lexicales ou l'appropriation personnelle des textes et des œuvres. Voilà. Donc là, on a des principes cycle 1, cycle 2, cycle 3 pour ce qui est du français. Et maintenant, des principes en mathématiques. Par exemple, pour le cycle 1, l'enseignement s'appuie sur les 4 modalités d'apprentissage. Et oui, pour les candidats qui ont passé le concours cette année, si vous vous posiez la question, est-ce que les 4 modalités d'apprentissage sont encore en vigueur? Oui. Voilà la réponse. Hein. La réponse est 10 fois oui. En revanche, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'est plus question des compétences mathématiques, les fameuses 6 compétences mathématiques que vous deviez connaître pour passer le concours. Elles ne figurent plus, elles ne sont plus formalisées comme ça sous la forme d'un tableau, etc. dans le programme. En revanche, moi, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elles sont devenues ces compétences? Et en lisant justement les préambules et les principes, je les retrouve. Donc, elles ne sont plus sous la forme d'un tableau, mais elles sont toujours existantes, ces fameuses 6 compétences du mathématicien. Cycle 2. Dans une volonté de clarification des attendus en termes d'apprentissage, les sous-parties calcul mental et résolution de problèmes sont davantage détaillées que dans les programmes antérieurs du cycle 2. Gros focus dans les nouveaux programmes sur le calcul mental et la résolution de problèmes. Vraiment. Pour le calcul mental, il s'agit de définir un ensemble de procédures fondamentales que tous les élèves doivent maîtriser. Et on reparlera de ça. Il est question de fluence aussi en calcul mental, de la même manière qu'en lecture, alors qu'avant on n'en parlait pas. Mais aussi de proposer des indicateurs de maîtrise. Un principe du cycle 3. Au cycle 3, la résolution de problèmes occupe une place centrale dans l'apprentissage des mathématiques, quel que soit le domaine du programme. Voilà, encore le focus sur la résolution de problèmes. Elle contribue à donner du sens aux notions étudiées en les inscrivant dans des situations concrètes, qu'elles soient issues d'autres disciplines ou intramathématiques. Voilà pour ce qui est des principes, c'était un petit peu pour vous les présenter. Donc, comme je vous disais, ça donne le cadre, la direction des enseignements dans chacun des domaines. Les fameux points de vigilance qui sont pour vous, qui sont pour les futurs enseignants. Ces points de vigilance que vous devez vraiment lire avec précaution. Alors, là aussi, je donne des exemples de points de vigilance en commençant par dire qu'ils sont à l'attention du professeur des écoles. Ils permettent d'éclairer et de guider sa pratique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vos formateurs et tuteurs vont eux aussi regarder ces points de vigilance. Donc peut-être que dans les programmes, une des premières choses que vous devez viser, ce sont ces points de vigilance, parce qu'ils seront attendus de vos formateurs. Par exemple, en cycle 1, enrichir son vocabulaire, le professeur offre à l'élève un retour immédiat pour lui indiquer des pistes d'amélioration tout en contribuant à maintenir son engagement dans la tâche. Vous voyez, ça veut dire tout de suite comment on appelle ça en français, oui, un retour. C'est-à-dire que l'enfant est en train de faire quelque chose, il a tout de suite un retour sur sa pratique, donc beaucoup de verbalisation, d'aller-retour pour expliquer dans le cadre d'un enseignement, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, explicite. Voyez. En mathématiques, exprimer une quantité ou par un nombre, donc on veillera à varier la taille et la nature des objets dans les collections. Vous voyez, ça c'est un point de vigilance assez basique. Au cycle 2, alors après, il n'y a plus, j'ai pas donné d'exemple en mathématiques parce que il n'y en avait pas. Il n'y a plus les points de vigilance dans les programmes ne sont pas dans tous les programmes ni tout le temps. Donc j'ai mis ce que j'ai trouvé et quand ils y sont, il faut les suivre. Lecture au cycle 2, le professeur s'appuie notamment sur les évaluations nationales de début d'année pour identifier
les élèves dont les acquis précédents sont fragiles. Et ça, c'est déjà ce qu'on faisait. Hein, on l'a toujours fait. Évidemment que les évaluations sont là pour ça. Ce sont des évaluations qui nous permettent de savoir où en sont nos élèves et de constater que toutes les classes sont très hétérogènes. C'est-à-dire que vous pensez que vous allez au CE1, mais dans votre CE1, vous aurez du CP et du CE2, un petit peu, au niveau de ce qui est, vous voyez, des capacités des élèves. Donc, on s'appuie bien sûr là-dessus pour pouvoir adapter notre enseignement et nourrir chacun à sa mesure. C'est-à-dire nos petits élèves qui sont en difficulté, on va les aider. Ceux qui sont, ben voilà, qui peuvent commencer à suivre le programme le suivent. Et puis il y aura aussi des élèves plutôt en avance qu'il faudra nourrir aussi pour ne pas qu'ils s'ennuient. Donc cycle 3, écriture, un autre point de vigilance. Les professeurs veillent à ce que les élèves écrivent très régulièrement, si possible quotidiennement, en variant les modalités de l'écrit. Et donc ça, c'est un petit peu la chasse aux photocopies, entre guillemets. Il y a eu, fut un temps, on a un petit peu abusé des photocopies dans les classes. Donc voilà, retour à l'écriture, à l'entraînement de l'écriture. Ah oui, le feedback, voilà. Je voulais pas dire le mot en anglais, mais c'est vrai que voilà, on appelle ça un feedback, un retour. Alors là, aujourd'hui, Léa, pour vous répondre, aura-t-on des propositions de programmation et progression? Non, hein. Aujourd'hui, je présente vraiment les programmes. Certainement, dans la formation Passion Pédagogie, il est prévu effectivement que vous ayez des vidéos sur ce genre de questionnement qui est central, hein. Euh, Puisque effectivement, la question se pose dès qu'on connaît son niveau de classe, voilà, comment est-ce que j'organise les savoirs? Mais encore une fois, très honnêtement, ces programmes-là sont beaucoup plus guidants que pour ceux qui ont commencé l'année dernière, par exemple. Moi, je trouve que en termes de savoir ce qu'on a à faire avec nos élèves, alors la progression et la progression, la programmation, on peut l'établir, sachant qu'elle va évidemment bouger. Et puis la progression sera aussi fonction de vos élèves, hein. Mais vous avez déjà, avec les livrets qui sortent, etc., déjà pas mal d'informations. De fait, là, juste avant que la formation Passion Pédagogie commence. Je continue. Français, donc les points saillants en français. Alors, là, j'en avais déjà parlé dans la vidéo Objectif CRPE pour ceux qui l'ont regardé. Je vais aller assez rapidement, mais soyez, peut-être que ces slides-là, vous pouvez faire des petites captures d'écran parce que c'est aussi ce qui va vous donner des repères, voilà, pour savoir globalement, si vous connaissez bien les anciens programmes, qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui ressort de ces nouveaux programmes. Donc au cycle 1, vocabulaire, hein, focus vocabulaire, enrichissement du vocabulaire. C'était déjà le cas avant, mais là c'est dit, vraiment. Développement des compétences syntaxiques, passage progressif de l'oral à l'écrit, enseignement explicite, progressif et structuré, vous voyez, ça revient. Des explications claires, des démonstrations, une pratique guidée qui fait donc écho à ce fameux feedback, une compréhension explicite, la régularité, la récurrence et la cadence, hein, c'est-à-dire que effectivement, le fait de faire des choses de manière quotidienne, c'est toujours ce qui permet à l'élève d'acquérir des compétences. Alors, je vais vous dire, moi j'ai enseigné il y a maintenant assez longtemps, hein, j'ai commencé assez longtemps et intuitivement, même si ça n'était pas formulé comme ça dans les programmes, je faisais déjà des choses, par exemple en calcul mental, je faisais déjà des jeux, des rituels, des choses extrêmement régulières, quotidiennes, pour que mes élèves sachent calculer parfaitement. Je pense qu'en tant qu'enseignant, de toute façon, vous aurez l'intuition de cette nécessité. Là, pour l'instant, pour vous, c'est abstrait. Vous vous dites, il faut que je lise mes programmes. Et vous allez voir, quand vous serez en classe, vous allez comprendre assez rapidement que les élèves ont besoin de ça pour apprendre, pour prendre plaisir aussi à apprendre, hein, parce qu'ils voient, plus c'est régulier, plus ils constatent leur progrès. Et alors là, ils en redemandent, ils sont contents. Évaluation par observation active du professeur. Là, de la même façon, il ne faut pas voir l'évaluation comme quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en place. Parfois, les évaluations, ça sert aussi pour l'élève, hein, à lui dire, regarde, là, tu as progressé. En revanche, là, tu t'es trompé. Donc, comment est-ce que tu pourrais faire pour réussir? Vous voyez, c'est ça une évaluation finalement. Et un enseignement différencié, bien sûr, puisque tous nos élèves ne sont pas au même niveau, même quand on a un niveau simple. Combien de fois, d'ailleurs, l'année dernière, dans l'accompagnement de Passion Pédagogie, le mentorat, parce que je faisais partie des mentors, combien de fois est-ce que j'entendais ça? Oh là là, moi j'ai un CE1, mais j'ai l'impression d'avoir un triple niveau. Eh bien oui, même quand on a une seule classe, on a parfois un triple niveau. Je continue.
Cycle 2, donc les points saillants en français. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture est au cœur de l'enseignement du français. L'enseignement est quotidien, explicite, structuré, progressif. J'ai l'impression de me répéter. La fréquentation des textes reste prioritaire. Vous voyez, c'est que du bon sens en fait. C'est pas vraiment des choses, on vous demande pas des choses. Une fois que vous avez passé le concours, tout ça, vous le savez, c'était dans les guides EduScol, etc. Les apprentissages s'appuient sur un solide répertoire lexical, donc le vocabulaire toujours au centre aussi, une démarche pédagogique structurée, régulière et claire, 10 heures hebdomadaires et donc 10 heures de français hebdomadaire, mais du français dans tous les autres domaines, puisque de toute façon, apprendre en histoire, en géographie ou même en éducation musicale passe par la pratique langagière, hein, ne serait-ce que la pratique orale déjà pour l'éducation musicale, la pratique écrite pour le reste, ou les mathématiques ou les sciences. Toutes les activités conduites en classe permettent d'apprendre à lire, à écrire, ben voilà, c'était marqué. Je continue avec le cycle 3, les points saillants, bon pour ce CM1 donc. Le cycle 3 poursuit et intensifie la dynamique du cycle 2 en visant l'autonomie des élèves. La compréhension est un objectif central du cycle. Ça l'est aussi dans les anciens programmes. L'année est orientée par une perspective découvrir, jouer dans ce cadre. Donc, le programme de culture littéraire et artistique s'organise selon plusieurs entrées qui garantissent la diversité des genres et des cultures littéraires. Le vocabulaire est un domaine d'apprentissage à part entière. Et puis l'enseignement de la grammaire et de l'orthographe irrigue la lecture, l'écriture, tout en constituant un objet d'apprentissage spécifique. Donc voilà, transversalité et en même temps un apprentissage spécifique de la grammaire, rigoureux et explicite. Au cycle 3, l'attention de l'élève est dirigée vers la compréhension et la reconnaissance des phénomènes linguistiques fondamentaux. Ils en ont l'âge. Ils ont l'âge au cycle 3 de comprendre comment est organisée la langue et ça peut être appris avec plaisir. Donc finalement, vous voyez que là, pour ceux qui font du CM1 cette année, vous allez suivre ça. Mais honnêtement, si vous êtes au CM2 et que vous suivez les anciens programmes, tout ça y figure déjà. Et notamment, encore une fois, dans les cycles les guides EduScol. Les points saillants maintenant en mathématiques. Au cycle 1, on aborde rapidement le programme de l'année. Alors oui, ça c'est important, c'est-à-dire que on a pris l'habitude, c'est vrai, de faire des temps de révision au début de l'année, de prendre un mois, voire pour faire des révisions. Là, ce qui est préconisé dans les programmes, c'est non, on commence son programme tôt dans l'année, tout de suite, en mettant en place effectivement des possibilités de révision pour ceux qui en ont besoin, mais on commence le programme. Ça, c'est une nouveauté. Toutes les occasions sont saisies au quotidien pour mobiliser et renforcer les habiletés mathématiques. Donc c'est pareil, des rituels, des jeux au quotidien et dans toutes les occasions, en sciences, voilà. À chaque fois qu'on peut poser des petits problèmes, faire raisonner les élèves, faire calculer, etc., on le fait. On s'appuie toujours sur les 4 modalités d'apprentissage, ça on l'a vu tout à l'heure. On favorise un enseignement explicite des situations de recherche. Manipuler, représenter, abstraire, donc ça c'est important. On verra ça tout au long, c'est-à-dire que ça s'appuie sur la méthode de Singapour. Manipuler, donc c'est plutôt au cycle 1, pour aller vers la représentation, fin de cycle 1, début de cycle 2, pour entrer vers l'abstraction. Et ça devient le fondement de l'apprentissage mathématique. Accompagné bien sûr de la verbalisation qui est la compétence qui va soutenir tout le reste. Donc il faut vraiment bien mémoriser ce triptyque-là, manipuler, représenter, abstraire, et le tout soutenu par une verbalisation, donc une explicitation du professeur, mais aussi de l'élève qui va devoir verbaliser, expliquer ses procédures, comment est-ce que j'ai fait, etc. Donc là aussi, vous voyez qu'on est en mathématiques, le français est extrêmement présent par cette verbalisation. Disparition de la contenance dans Explorer les grandeurs. Et les motifs organisés sont un domaine à part entière. Le terme remplace celui d'algorithme qui, comme je vous disais, était impropre. L'algorithme, ça n'est pas vraiment ça, mais quand entre enseignants, on se parlait d'algorithme, on savait de quoi on parlait. Au cycle 2, aborder les notions centrales et les plus délicates tôt dans l'année scolaire, pareil. Enseignement explicite, structuré et progressif. Démarche manipulation, représentation, abstraction portée par la verbalisation. Donc, vous voyez, rien de différent par rapport au cycle 1, jusque-là.
Ensuite, chaque année, donc 2 tiers du temps d'enseignement des mathématiques sont consacrés à la partie nombre et calcul, donc dire qu'elle a et résolution de problèmes, pardon, donc dire qu'elle a énormément de place. Interdiction des calculatrices au cycle 2. Évaluation courte mais fréquente. Notion de fluence qui apparaît en calcul mental. La notion de fluence, c'est simplement la rapidité avec laquelle les élèves vont pouvoir calculer. Table d'addition, table de multiplication. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand j'enseignais, je le faisais, pas que moi d'ailleurs, hein, on le faisait naturellement, c'est-à-dire que par des petits jeux comme le jeu du furet, on apprenait à nos élèves à calculer de plus en plus vite parce que on s'aperçoit que le calcul mental est à la base de tout le reste. Parce qu'au moment de résoudre un problème, si l'enfant ne sait pas calculer, ou au moment de poser une opération, s'il ne sait pas calculer, il va finalement devoir, comment dire, il va échouer sur des compétences qu'il aurait s'il savait calculer. Vous voyez, c'est-à-dire que les résultats peuvent être faux, mais la problématique, elle se situe au niveau du calcul. Donc c'est important effectivement d'apprendre aux enfants à calculer et le focus est mis dans ces programmes sur le calcul mental. Alors les fameuses fractions qui actuellement sont enseignées au CM1, au cycle 3, sont introduites dès le CE1 au cycle 2. Ça veut dire que si vous êtes en CE1 cette année, vous allez tout simplement introduire les fractions en vous appuyant sur les livrets qui vous seront fournis. Et si vous êtes au CM1, eh bien, effectivement, là, je pense qu'il va y avoir un petit moment d'adaptation, puisque vos élèves n'auront pas vu les fractions précédemment, et qu'il faudra les apprendre à ce moment-là. Donc là, comme je disais, hein, vous n'allez pas pouvoir inventer une nouvelle, voilà, vous allez vous en référer à ce qui est fait dans votre circonscription, poser la question à vos formateurs, et de toute façon, ce sera forcément débattu en conseil des maîtres, donc au sein de l'équipe pédagogique. Donc pas d'inquiétude. Évidemment que voilà. De toute façon, je vais vous dire, d'une manière générale, il faut 3 ans. À chaque changement, moi j'en ai connu quelques-uns maintenant des changements. À chaque changement, il faut au moins 3 ans pour que les équipes se familiarisent avec les nouveaux programmes. 3 ans. Donc vous serez vraiment pas tout seul. Le temps que voilà, tout le monde comprenne, etc., qu'on s'approprie les termes, la forme, la structure, les livrets, voilà, 3 ans. Et encore là, ce sera même peut-être un peu plus long parce que vous voyez qu'elle est conséquente cette réforme. Donc, donc voilà. Ensuite, donc, on a parlé des fractions. La nouvelle thématique, organisation, gestion des données, qui existait déjà, mais qui est une thématique qui ressort maintenant, hein, apprendre à lire des tableaux, des informations sur des diagrammes, etc. Voilà. Et puis, ça ressort à chaque fois, égalité filles-garçons dans le domaine des mathématiques. Donc je crois que Alain en a pas mal parlé dans sa vidéo sur Objectif CRPE. Effectivement, on s'aperçoit que sans s'en rendre compte, on a tendance à valoriser les garçons dans ces domaines-là et un petit peu à minimiser les réussites des élèves filles que l'on considère plutôt littéraires. Moi, personnellement, j'ai pas jamais fonctionné comme ça, mais peut-être que ça existe réellement. Donc ce qui est préconisé dans ces nouveaux programmes, c'est vraiment égalité filles-garçons dans le domaine des mathématiques, valoriser aussi les réussites mathématiques des filles. Léa qui dit, mais j'ai l'impression que les programmes changent souvent. Non, oui, oui, alors, oui et non. Là, en fait, les programmes d'avant, là, ils étaient là depuis 2015 et avec des nouveaux changements, enfin des changements un peu tous les 2-3 ans. Donc c'est vrai que ça, voilà, ça bouge. On espère que ces programmes-là qui n'ont pas encore fini de voir le jour, hein, vous avez vu que puisqu'il n'y a pas encore le CM2, c'est censé bouger jusque la fin du secondaire, etc. Donc on espère que ça va s'installer pour une bonne partie de votre de votre carrière. Je vous le souhaite, mais c'est vrai que oui, ça change. Il y a eu 2002, 2008, 2015 et cela. Et à chaque fois, à l'intérieur, avant ça, c'était 95. Donc 95, 2002, 2008, 2015 et cela. Et sachant que de 2015 à maintenant, ça a changé pas mal de fois, enfin sur des petits points à chaque fois. Donc, par exemple, moi qui suis spécialisée en éducation musicale, ça n'a pas bougé. Chouette. Donc, mais bon, voilà, mais dans les fondamentaux, oui, ça bouge. Par exemple, il y a eu l'arrivée des guidés du SCOL, le socle commun, etc. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut être adaptable dans ce métier. C'est-à-dire que de toute façon, les choses changent. Donc, on a le choix d'y aller
euh, en faisant la tête et en disant ou on a le choix de se dire ben voilà, je suis adaptable, je m'adapte et je pose des questions à mes formateurs et voilà, et ça se passe. De toute façon, ça se passe ou dans la joie et dans la bonne humeur ou pas, mais ça se passe. Je continue. Cycle 3. Cycle 3, résolution de problèmes qui occupe la place centrale dans l'apprentissage des mathématiques, quels que soient les domaines du programme. Donc là, on va faire réfléchir nos élèves, c'est très important. Mobiliser des automatismes, ça rejoint un petit peu l'affluence au calcul mental, vous voyez. C'est-à-dire qu'on va, privilégier, faire en sorte que nos élèves acquièrent des automatismes de manière à libérer la charge mentale pour qu'ils puissent justement résoudre des problèmes. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand un élève ne sait pas calculer, quand il a du mal à calculer ou à poser une opération, vous pensez bien que résoudre un problème, eh ben, ça pose problème, justement. Et non pas à cause du problème, de la lecture ou de la compréhension de la situation problème, mais tout ça parce que, avant ça, il n'a pas les compétences pour le faire. Donc, mobiliser des automatismes, c'est-à-dire un corpus de connaissances, des procédures, des stratégies diverses immédiatement disponibles. Et ça s'apprend dès le cycle 1 d'ailleurs, au passage. Pas de calculatrice au quotidien. Donc là, ils ont le droit d'avoir des calculatrices, mais c'est l'enseignant qui décide à quel moment on va utiliser les calculatrices, c'est-à-dire que sinon, pas de calculatrice. C'est l'enseignant qui décide. La verbalisation est un maillon essentiel de l'acquisition des notions mathématiques. Donc, mais ça, vous vous souvenez, on le disait déjà pour passer le concours, hein, quand vous deviez concevoir votre séance, hein, la verbalisation au centre des apprentissages. Évaluation fréquente à visée formative hein, pour l'élève, c'est-à-dire que ça n'est pas une évaluation pour dire tu as telle note, mais c'est une évaluation pour montrer à l'élève où est-ce qu'il en est, ce qu'il a acquis, où est-ce qu'il a progressé et ce qu'il doit encore faire. Initiation aux probabilités, et oui, les probabilités font leur entrée hein, avec aussi la pensée algébrique, passage progressif, excusez-moi, de l'arithmétique à l'algèbre. Donc ça, ce sont les nouveautés du cycle 3, hein, les probabilités et la pensée algébrique. C'est pas tout à fait encore de l'algèbre, ça n'est que de l'initiation. Initiation à la pensée informatique, ça existait déjà. Sensibilisation aux enjeux du numérique, ça existait déjà dans les anciens programmes. Et toujours la prévention et la réduction des inégalités entre filles et garçons. Très honnêtement, vous allez vous pencher un peu sur ces programmes de cycle 3. Ils sont assez bien faits et assez clairs aussi. Hein. Ils sont incomplets encore, mais ça saurait tarder, je pense, pour la suite. Alors là, ce que je vais dire maintenant, je l'ai déjà dit, ça va être un peu une répétition et une organisation un peu différente. Donc ça va passer assez rapidement, mais il m'a semblé que c'était important de voir les choses aussi sous cet angle. Vous allez voir, organisation des savoirs, c'est-à-dire finalement, visuellement, comment s'organisent les savoirs en français. Hop! Donc en français, vous voyez le cycle 1, les thématiques du français. Acquérir le langage oral. Donc, on a français, j'ai mis une petite astérix parce que ça s'appelle pas français, mais programme d'enseignement pour le développement et la structuration du langage oral est écrit au cycle 1. Donc, c'est voilà. Mais j'ai dit français, parce que sinon, ça faisait une grosse bulle comme ça et c'était pas joli. Donc, vous voyez, les 3 couleurs, acquérir le langage oral. Et puis ensuite, passer de l'oral à l'écrit. La première branche, se préparer à apprendre à lire. La seconde, se préparer à apprendre à écrire. Donc le cycle 1 conserve une entrée par l'oral, bien sûr. Une petite nouveauté, oui, dont j'ai pas parlé tout à l'heure, articuler distinctement. C'est voilà, c'est important, faire reformuler l'élève, etc. Après, c'est pas une thématique à part entière, vous n'allez pas faire d'évaluation sur ce genre de choses, mais c'est important, notamment en lien avec la fréquentation croissante des élèves chez l'orthophoniste. Donc voilà, il y a eu un petit focus là-dessus parce que on s'aperçoit euh, que les élèves vont très très fréquemment chez l'orthophoniste et donc une petite vigilance dans ce sens de la part de l'enseignant n'est pas de trop. Ensuite, donc, mais l'entrée dans la lecture et l'écriture reste l'objectif majeur. Oui, c'est ça. Alors voilà, je reprends ma phrase. Donc, il y a une entrée par l'oral, et notamment l'enrichissement du vocabulaire, mais l'entrée dans la lecture et l'écriture est un objectif majeur. À l'issue de ce cycle, nos petits élèves vont apprendre à lire et à écrire. Donc l'école, une citation, a pour objectif de développer des habiletés langagières et cognitives chez les élèves pour qu'ils entrent efficacement dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture au cours préparatoire. Là, c'est dit. Vous voyez, il y avait plus de circonvolution dans les anciens programmes. Là, on le dit clairement, on prépare nos élèves à entrer dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.
Voilà pour le cycle 1. Pour le cycle 2, hop, les thématiques du français, on retrouve nos couleurs. Donc français cycle 2, avec la lecture, l'écriture, l'oral, qui restent vraiment les trois essentiels, on va dire. Le vocabulaire, qui maintenant est une thématique à part entière, et la grammaire et l'orthographe, qui vient s'ajouter par rapport au cycle 1. Donc au cycle 2, la lecture et l'écriture passent au premier plan. Le vocabulaire devient un domaine à part entière. Et puis, au cycle 3, hop, ça rajoute encore des petites branches, des petites bulles. Donc la lecture, on retrouve lecture, écriture orale, vocabulaire. Grammaire, orthographe, ça devient orthographe grammaticale, puisque l'orthographe lexicale sera développée dans la branche vocabulaire. Et puis il y a ce fameux culture littéraire et artistique qui apparaît, et donc qui va avec découvrir et jouer. Hein, en fait, c'est une familiarisation des élèves le plus possible aux œuvres du patrimoine, au théâtre, à des œuvres littéraires variées, à des œuvres artistiques, etc. Donc ça existait aussi dans les anciens programmes, simplement là ça devient une branche à part entière. Et quand ça devient une thématique à part entière, ça veut dire que vous aurez des livrets d'accompagnement, etc. Et donc ça peut être une bonne chose. Donc au cycle 3, compréhension, la compréhension est un objectif central du cycle. Et oui, lecture-compréhension, hein, donc dans les guides EduScol, on parle du parcours du lecteur, le parcours pour devenir un lecteur autonome. Et la compréhension, évidemment, est ce que l'on vise en fin de compte. Hein. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on apprend à déchiffrer et qu'on apprend à lire de plus en plus vite pour ensuite comprendre de mieux en mieux. L'année est orientée par une perspective découvrir, jouer. Une nouvelle thématique, la culture littéraire artistique, et le vocabulaire devient un domaine à part entière juste avant, grammaire et orthographe, comme au cycle 2 et au cycle 1. Comme au cycle 2, pardon. Non, cycle 1, c'est dans l'oral. Alors, les mathématiques, de la même manière, je vais vous montrer mes fleurs avec des bulles. Hop, mais c'est vert. Alors, en mathématiques, on a donc, pareil, hein, j'ai mis une petite astérix parce que c'est programme d'enseignement pour l'acquisition des premiers outils mathématiques au cycle 1. Découvrir les nombres, utiliser les nombres pour résoudre des problèmes, explorer les solides et les formes planes, explorer les grandeurs, la longueur, la masse, se familiariser avec les motifs organisés. Donc on s'appuie toujours sur les 4 modalités d'apprentissage, la contenance disparaît, les motifs organisés apparaissent. Qu'est-ce qui se passe au cycle 2? Eh bien, vous voyez qu'on a donc nombre et calcul, résolution de problèmes, ça devient une seule bulle. Grandeur et mesure, espace et géométrie, comme dans les anciens programmes, et organisation et gestion des données qui apparaît. Les fractions sont introduites au CE1 et la notion de fluence apparaît dans le calcul mental. C'est presque un résumé de tout ce que je vous ai dit auparavant. Cycle 3, les thématiques des mathématiques. Donc, on garde la fleur avec en jaune clair et en jaune foncé les nouveautés. Donc la fleur avec nombre et calcul, résolution de problèmes, grandeur et mesure, espace et géométrie, organisation et gestion des données. Et puis, initiation à la pensée informatique et proportionnalité. Donc voilà, on gagne des bulles. Donc l'apprentissage repose sur la mémorisation et la construction d'automatismes, comme je vous disais tout à l'heure, l'acquisition de stratégies de résolution. Les nouveautés, initiation aux probabilités et à l'algèbre. L'initiation à la pensée informatique et la proportionnalité deviennent 2 thématiques à part entière. J'espère sincèrement que, vous voyez, ce live vous permet en tout cas, d'avoir une vision plus claire, hein, de ces nouveaux programmes. Et donc, quand vous entrerez dans ces programmes pour les lire, j'espère que vous vous souviendrez de toutes ces choses et que ça vous aidera. Moi-même, je suis loin de les connaître encore parfaitement, mais après ce travail, finalement, voilà, on arrive à faire son chemin dans ces programmes assez rapidement. Alors une petite partie sur la prise en main avant vos questions. Je vois que vous êtes très attentifs, hein, parce que depuis... Ah, Gaëlle qui est... Oui, alors pour répondre à Gaëlle qui dit « J'aurais adoré avoir des cycles 3 pour envisager d'étudier un ou quelques passages des Misérables. Pourrais-je proposer une telle séquence mêlant diverses matières ?» Alors, Gaëlle, vous ne dites pas quelle classe vous avez. Si vous avez... Il faut toujours faire attention à ce que ce soit accessible. Je répondrai globalement oui. On peut approcher
un petit passage de quelque chose. Mais Victor Hugo et Les Misérables, c'est peut-être, par exemple, si vous avez des CE1, c'est peut-être un peu compliqué. Euh, Après, c'est toujours intéressant, effectivement, comme vous dites, de mêler les diverses matières, c'est-à-dire, par exemple, de parler de cet auteur Victor Hugo, d'en faire écouter un petit passage, de faire vous-même une lecture offerte. On peut toujours, vous voyez, c'est toujours à adapter aux capacités de nos élèves. Mais c'est important quand on est enseignant de faire les choses qu'on aime et de partager avec nos élèves les choses qu'on aime parce que de cette façon, on est soi-même enthousiaste et vivant et nos élèves nous suivent toujours à 100%. Ils adorent. Alors, la prise en main. Hop, je repasse. Se familiariser avec les programmes. Donc, ça va être un peu une redite aussi, hein, avec la structure générale pour mieux vous repérer. Hein. D'abord, vous regardez comment c'est fait. Comment c'est fait, comment vous allez, voilà, comment vous allez vous repérer dans les programmes de français de votre cycle, pour avoir tout de suite, voilà, des bons réflexes. Même si vous êtes, vous voyez, face à un formateur et que le formateur vous parle de tel objectif, etc., que vous soyez pas là perdu dans vos 20 pages en train de vous demander où est-ce que c'est, etc., que vous sachiez tout de suite aller à l'objectif en question. Donc, la structure générale pour se repérer. Avec les nouveaux intitulés, il y en a quelques-uns. Ils sont quand même assez simples, les intitulés, par rapport aux intitulés des anciens programmes qui étaient parfois compliqués à mémoriser. Moi-même, j'ai mis un temps fou à mémoriser certains intitulés, et peut-être que, d'ailleurs, il y en a que je ne connais toujours pas. Donc là, les intitulés sont assez accessibles. Je parle des titres, des compétences, etc. Mémoriser les thématiques des 3 cycles. Vous voyez les petits tableaux là, il faut que ce soit au clair, même si vous allez étudier, pardon, pas étudier, mais vous allez enseigner au cycle 1, mettons en moyenne section, c'est quand même bien de savoir, d'avoir une vision un petit peu globale, de savoir ce qui va se passer au cycle 1 pour savoir ce qui va se passer au cycle 2. Vous préparez des élèves à grandir. Donc, c'est bien de savoir ce qui se passe après. Et de la même manière, si vous êtes au cycle 3, c'est bien de savoir ce qu'ils ont fait avant. Donc, quel que soit votre niveau, connaissez un peu les thématiques dans chacun des cycles. Les grandes thématiques, hein, pas les sous-compétences, tout ça. J'ai pas fini là? J'ai pas fini. Et oui, lisez les principes et les préambules. Ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Hein. On les lit au moins une fois, mais une lecture attentive pour bien comprendre. Une fois qu'on a compris les grands principes, les points de vigilance, etc., les points de vigilance, on va les mettre de côté pour bien pouvoir s'y référer dans la pratique de classe. Les grands principes, une fois qu'on les a acquis, on peut se permettre ensuite d'aller directement dans les tableaux, chercher les objectifs, etc. Cibler son niveau de classe. Donc maintenant que vous avez votre niveau de classe pour les plus chanceux et les plus chanceuses, si vous l'avez, ciblez ensuite votre niveau de classe. C'est-à-dire, lisez dans le détail, sur plusieurs jours, les programmes de votre niveau. Allez voir quels sont les livrets déjà disponibles. Les principes vous donneront le cadre. Les points de vigilance sont à prendre en compte. Ils seront rappelés par vos formateurs, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Listez les objectifs par thématique et les propositions de programmation. Et oui, parce que dans les programmes, vous avez, c'est pour répondre à la question de, je ne sais plus comment s'appelait l'étudiante qui m'a demandé tout à l'heure comment faire pour les programmations, vous avez déjà dans les programmes des propositions de programmation. Donc allez les chercher, mais inscrivez-les quelque part pour les avoir à l'esprit, etc. Voilà, donc listez les objectifs par thématique et les propositions de programmation. N'attendez pas pour envisager l'évaluation de la première période. C'est vrai que ça paraît étrange d'envisager l'évaluation alors qu'on n'a pas commencé la classe. Quand je dis envisager, c'est envisager. Ça ne veut pas dire qu'il faut préparer vos évaluations. Mais c'est simplement commencer à vous dire, voilà, qu'est-ce que je veux que mes élèves sachent faire à la fin de cette première période, en lien avec les objectifs qui me sont proposés dans les programmes. Comment est-ce que je vais évaluer mes élèves? Sur quoi je vais les évaluer? Commencer à y penser, c'est un réflexe qu'il faut avoir en tant qu'enseignant pour ne pas se retrouver en fin de période à devoir prévoir des évaluations un petit peu n'importe comment. Il vaut mieux penser son évaluation au jour le jour. C'est toujours plus confortable et pour l'enseignant et pour l'élève, plutôt que ne pas du tout y penser parce qu'on est débordé par tout un tas d'autres trucs et tout faire à la fin. En même temps, vous démarrez. Donc, soyez, je ne trouve pas le terme, mais ne vous flagellez pas non plus, quoi. Hein. C'est-à-dire, vous allez faire comme vous allez pouvoir. Parce que vous allez voir, les premiers moments, c'est un peu déstabilisant. Donc là-dessus, pas de culpabilisation en se disant oh là là, j'aurais dû faire ci, j'ai pas fait ça, machin. Tranquille.
on y va, d'abord l'important c'est faire connaissance avec notre classe, avec nos élèves, s'installer et ça on a un peu de temps et poser des questions à nos formateurs par rapport à toutes les petites questions, voilà de matériel, concrètes et cetera. Et quand on a commencé à poser ses affaires, on a à faire sa place, à connaître le prénom de nos élèves, à savoir où est-ce qu'ils en sont et cetera, là, on peut, commencer à taper dans le dur, mais pas avant. Donc c'est pour ça aussi que le travail que vous allez faire pendant cet été sur les programmes, ça peut être intéressant aussi, ce sera toujours ça de prix pour ceux qui n'ont pas encore leur affectation. Soyez concrets, confrontez ces programmes avec vos manuels et vos projets dès que possible, quand vous en avez. Parce que alors la question du manuel, c'est important parce que, il y a des écoles qui n'auront peut-être pas les moyens de changer tous les manuels. Parce qu'il y a des manuels maintenant qui sont, agrémentés et cetera, pas c'est pas agrémentés, agréés, enfin ouais, vous voyez? Donc évidemment que pour avoir un peu connu le terrain, je pense que vous allez parfois arriver dans des écoles, vous aurez des manuels anciens, c'est même sûr. Donc, on regarde ce qu'il y a dans les manuels et ce qui va aller dans le sens des programmes. Et il y a de fortes chances pour que ça aille globalement dans le sens des programmes parce que, comme on a vu, ces programmes dans le fond ne sont pas si différents des anciens programmes. Donc, confrontez le matériel que vous avez en classe, les manuels et vos projets. Commencez à y penser, par exemple, comme qui est-ce qui était avec comme Gaël qui pense aux Misérables. Voilà, pensez à ça. D'ailleurs, je me demandais, vous pensez à Les Misérables, Gaël, moi j'ai répondu par rapport à la culture littéraire, mais c'est vrai qu'il y a aussi un spectacle autour des Misérables. Je ne sais pas si vous pensiez au spectacle ou à la culture littéraire. Je continue. Se rassurer, se rassurer. Et d'ailleurs, tout au long de la formation chez Passion Pédagogie, vous verrez, on vous le répétera, de se détendre, de se rassurer, parce que vous aurez besoin de l'entendre. Même si sur le coup, vous allez vous dire, comment ça, se détendre, se rassurer? Mais c'est pas possible de se détendre et de se rassurer. Mais il faut des gens pour vous le dire. C'est important. Alors déjà, vous allez vous le dire. À chaque fois, on se détend, on se rassure, un pas après l'autre. On n'est jamais devenu un enseignant chevronné et parfait en une année. Et je vais même vous dire, en 20 années, on a encore des progrès à faire. Donc, voyez, c'est aussi le meilleur moyen de prendre du plaisir dans ce métier et de durer longtemps. C'est d'y aller pas à pas, de rester humble, de ne pas se culpabiliser et de se détendre et se rassurer. Votre priorité cette année, donc, c'est la gestion de la classe. C'est là-dessus que vous serez surtout évalué par vos formateurs et par vos tuteurs. Les programmes sont un guide et ne doivent pas vous stresser. Ils seront là vraiment comme une aide, plutôt que comme un truc qui va s'ajouter au reste et vous stresser. Vous allez être formés ainsi que vos collègues chevronnés, eux aussi seront formés. Vous n'êtes pas seul à devoir apprendre ces nouveaux programmes. Comme je vous l'ai déjà dit, les équipes mettent au moins 3 ans à intégrer les changements. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté, vos formateurs ne sont pas là que pour vous évaluer. Je le dis parce que vous allez être visité assez souvent. Donc, vous allez avoir des évaluateurs dans la classe. Mais rappelez-vous qu'avant d'être vos évaluateurs, ils sont vos formateurs. De la même manière que vous, dans votre classe avec vos petits élèves, avant d'être une évaluatrice, vous êtes une formatrice, d'accord? Ou un formateur, pardon. Vous êtes le ou la maîtresse d'école qui va enseigner des choses et après on évalue. Eh bien, vos formateurs, c'est la même chose. Donc, pourquoi je dis ça? Ne vous laissez pas évaluer sans demander à être formé. Insistez auprès de vos formateurs. Comment est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter comme aide à ce moment-là, pour cette chose que je ne comprends pas? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ma programmation? Etc., etc. Voyez-le vraiment comme ça. C'est important de le savoir tout de suite pour bien démarrer. Et puis soyez progressif et structuré dans votre approche. On parle d'explicite, structuré, progressif pour les élèves, c'est la même chose pour nous. La méthode des petits pas. Donc, progressivité et structuration sont les maîtres mots pour passer ce cap de la première année de manière sereine. Ce qui ne change pas, pour finir, je le redis, les programmes du CM2 ne changent pas. Donc, les pratiques didactiques et pédagogiques que vous mobilisez déjà, ce que vous avez appris, l'enseignement explicite, régulier, progressif, les consignes claires, le travail différencié, le travail de groupe, tout ça, ça ne change pas, ce que vous avez appris pour passer ce concours. Les piliers didactiques non plus ne changent pas, je l'ai dit tout à l'heure, sur lesquels s'appuient les programmes actuels, comme les guides, les modalités d'apprentissage, l'interdisciplinarité.
Et aussi tous les autres programmes, les ressources pédagogiques et du SCOL, pour l'instant, tout ça reste en place. Donc, on peut encore s'appuyer sur tout ça. Oui, Gaëlle qui répond que c'était une approche culturelle, médias, films, spectacles, français et étrangers. Culture littéraire en elle-même. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pour les cycles 3, on va dire, mais après c'est voilà, rien n'est impossible, on fait bien écouter de l'opéra à des cycles 1. Hein, moi dans ma partie, voilà, on peut faire écouter des œuvres, mais alors par contre on choisit de tout petits extraits, extrêmement, hem, caractérisés par des grands contrastes et cetera, donc on fait pareil avec le reste. Voilà, et maintenant vos questions, si vous en avez encore. Car je vois, alors je vais, hop, comment j'enlève ça? Non, ah zut, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Voilà. Alors, je regarde vite fait le chat, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. 15h20, c'est bon, on est dans les temps. Je suis toujours très bavarde, je suis ravie de ne pas avoir passé trop de temps et j'espère que pour vous, ça a été intéressant et que vous avez appris des choses. Séverine qui dit, il y a beaucoup d'œuvres, d'ailleurs je vais mettre le... Hop. Séverine qui dit, il y a beaucoup d'œuvres littéraires recommandées par Eduscol. Alors oui, ça n'est pas une question Séverine, hein, c'est une affirmation, oui, je confirme, effectivement. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont recommandées. Allez montrer aussi à vos formateurs que vous les connaissez, que vous... Enfin, c'est pas, l'idée c'est pas de les connaître par cœur, hein, attention, c'est simplement de montrer que vous savez où les trouver. Donc sur Eduscol, il y a un référentiel pour les œuvres littéraires que l'on peut proposer. Je suppose que c'est en réponse à Gaël, effectivement. Quel conseil pour les tout petits? Alors, bonne question, très bonne question. Ça se réfère à ce qui est avant 4 ans. Et effectivement, dans les programmes, pour l'instant, il n'est pas fait mention de avant 3 ans. Donc, c'est une bonne question, ça, à poser lors de la rentrée. Vous avez, Nadège, une classe de TPS? Répondez-moi. Ensuite, oui, Séverine, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de textes, sympas, très chouettes à apprendre aux enfants. Mélodie qui dit: «Quels sont vos conseils pour nous organiser? D'abord lire les programmes et ensuite créer l'emploi du temps». Donc Mélodie, j'imagine que vous avez déjà, votre classe. Heu, pour moi, le conseil, alors effectivement, ce que vous pouvez faire à la maison, c'est lire les programmes, c'est commencer aussi à regarder les guidés du SCOL, ce qui est préconisé, parce que par exemple, si vous êtes en CP, dans le guidé du SCOL, vous avez toute la programmation en ce qui concerne l'apprentissage de la lecture, etc. Donc, pendant ce temps de latence, hein, où vous ne pouvez pas entrer dans votre classe, effectivement, regardez les programmes et un petit peu tous les textes officiels. Pourquoi pas commencer à programmer votre première période, hein, à l'aide de ces documents. Mais j'ai envie de dire, dès que vous pouvez, allez dans la classe. Allez regarder comment elle est faite, quels sont les manuels à disposition, quel est le matériel. Faites connaissance avec avec l'équipe enseignante le plus possible. Commencez vraiment à entrer dans la vie de classe. Parler avec les enseignants de vos élèves, hein, les élèves que vous aurez, etc., tout en gardant une certaine distance, hein, parce que sinon, parfois, vous pouvez avoir déjà un portrait robot de chacun des élèves. Bon, voilà. Donc, gardez une certaine distance, mais ce qui est important, c'est vraiment aussi de commencer à entrer dans votre classe. Et ça va donner, ça va aussi vous permettre d'être, d'être précise. C'est-à-dire que ça va vous donner des pistes concrètes. Comment est organisée la classe? Il y a des choses que vous pourrez faire avec votre organisation de classe que vous ne pourrez pas faire si vous n'y allez pas et que vous commencez à concevoir une organisation, enfin des enseignements. Vous allez arriver en classe, vous allez dire: «Ah bah non, ça correspond pas du tout à ce que je peux faire dans cette classe», et cetera. Donc entrez dans la classe.
Une classe de CE1, Mélodie. Donc oui, entrez, si vous le pouvez, une fois que vous aurez bien regardé tout ce qui est programme, toute la programmation possible, etc., faites connaissance avec la classe, l'endroit, autant que possible. Des fois, c'est pas forcément possible avant. Ça dépend, il faut voir avec le directeur si encore. C'est vrai que là, on est quoi? On est, bah oui, on est déjà bien avancé dans le mois de juillet. Donc, essayez en tout cas d'y aller au moins une semaine avant la rentrée. Enfin voilà, quand c'est possible. Des fois, il y a des directeurs qui sont encore en classe à cette période, pourquoi pas. Essayez de les joindre. Ou même de les joindre par mail, vous voyez? C'est-à-dire que si vous pouvez pas entrer dans la classe, c'est vrai que là, je me suis un petit peu emballée, euh, parce qu'on est déjà je sais même pas, on est le quoi, le 18, le 19? Euh, j'ai un doute. Des fois, j'ai un doute sur la date, vous vous rendez compte? Pourtant, bon bref. Hem, donc oui, il y a des directeurs ou des équipes que vous pouvez aussi joindre par mail pour leur poser plein de questions. Ah oui, oui, alors Nadège qui dit effectivement, TPS le matin et grande section l'après-midi. Moi, ce que je ferais Nadège, je me rapprocherai de la circonscription le plus rapidement possible pour demander effectivement ce qu'il en est de ces nouveaux programmes en TPS. Après, pour moi, les programmes tels qu'ils sont conçus ne s'adressent pas au TPS. Voilà, parce que avant 4 ans, enfin, il va y avoir des choses qui vont être réalisables peut-être avec des enfants qui ont avant 3 ans, mais j'y crois moyennement. Donc voilà, tout ce que je peux vous répondre, là, je vous avoue un petit peu, je n'ai pas trop de réponses à vous donner. Rapprochez-vous de votre circonscription. Je sais que tout ce qui concerne les TPS, c'est pris en charge par les circonscriptions, bien sûr, mais de manière différente selon les académies, etc., selon même les écoles, parce que ça dépend de la place qui est donnée. Est-ce que les enfants sont mêlés à d'autres enfants ou pas? Est-ce qu'il y a des temps de... voyez? Donc c'est vraiment, voyez votre cas personnellement. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais en tout cas, les programmes tels qu'ils sont conçus, c'est marqué avant 4 ans. Et de mémoire, j'ai rien vu qui se réfère au TPS. Mélodie, donc Manuela, que faire quand on n'a pas sa classe pour le moment? Des conseils pour anticiper son organisation? Vous pouvez pas anticiper si vous n'avez pas votre classe. Est-ce que vous parlez du niveau de classe, Manuela, ou que vous n'avez pas pu aller dans la classe? Dites-moi. Julie qui dit: «Il n'y a pas de manuel dans mon établissement». Alors, à ce moment-là, on se réfère, alors déjà, vous avez normalement un budget à louer par classe pour l'achat du matériel. Je dis bien normalement parce que c'est pas toujours le cas et ça, c'est la première chose. Donc vous allez peut-être pouvoir acquérir un certain nombre de manuels, voilà. Et puis, à ce moment-là, on se réfère effectivement au livret pédagogique proposé sur Eduscol. Hem Voilà, c'est ce que je peux et puis vous-même, moi j'ai déjà fait ça, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous, procurer le livre du maître d'une certaine collection qui est agréée pour, les nouveaux programmes et puis faire un petit peu votre progression à partir de ce guide du maître. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un budget assez léger que vous ne pouvez pas acheter pour tout le monde, en revanche, vous pouvez acheter les guides du maître, ce qui vous permet d'avoir déjà une programmation et des choses, oui, des propositions aidantes. Et après, les enfants n'auront pas forcément un fichier ou voilà. Mais après, vous pouvez, après, pas de manuel du tout, ça me paraît bizarre quand même. Chacun suit sa méthode. Ok. Alors, donc, si chacun suit sa méthode, n'hésitez pas aussi à parler avec vos collègues, à voir comment ils ont commencé, comment ils ont fait, est-ce qu'ils ont des conseils à vous donner. Parce que c'est important, si chacun suit sa méthode et que vous êtes je vais dire n'importe quoi, je sais pas si vous êtes en CE1, il faudrait bien savoir quand même ce qu'ils ont fait au CP et au CE2, vous voyez. Donc, sur ces questions vraiment pratico-pratiques et très spécifiques, moi, je vous renvoie vers vos collègues, forcément, parce que de là où je suis moi, c'est-à-dire, voilà, je ne suis pas dans votre académie ni dans votre école, c'est difficile de vous donner une solution. Il y en a plusieurs. Donc, pour résumer, on a un budget à louer. Soit on peut acheter des manuels pour toute la classe en français ou en mathématiques, généralement pas dans les deux, et on le fait. Soit on a un petit budget, on peut céder du livre du maître, par exemple chez Hatier, chez Nathan, dans une collection qui nous convient, et on suit la méthode du manuel, même si nos élèves n'ont pas les manuels. Voilà.
avec des photocopies forcément ou des choses comme ça. Et avec le TNI maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se faire via le numérique. Livia qui dit: «J'ai du mal à savoir comment faire ma progression, séquence, fiche de séance avec les manuels, tout y est, mais quels sont les attendus des PEMF?» Ben là, de la même façon, ça dépend où vous êtes, ça dépend de votre académie. Vous allez voir que, moi je le vois même dans les tutorats, hein, d'une académie à l'autre, ce ne sont pas du tout les mêmes attentes des formateurs, des tuteurs, etc. Il y en a qui vont privilégier, en début d'année, par exemple, vraiment l'entrée dans la classe, l'installation de l'enseignant et on va dire un premier cadrage de la classe, hein, c'est-à-dire apporter aux élèves le cadre nécessaire aux apprentissages. Et moi, je serais plutôt favorable de ça, c'est-à-dire qu'avant de penser programmation, progression, machin, c'est déjà bien d'entrer dans sa classe et de donner les règles aux élèves pour savoir, ben voilà, comment est-ce qu'on travaille dans une classe, enfin dans notre classe, de donner le cadre et la structure. Et puis vous avez aussi donc des formateurs qui vont attendre de vous déjà que tout soit prêt, etc. Mais là encore, moi je pense que vous pourriez viser la première période très simplement, voilà, simplement c'est le mot. Viser la première période à partir des nouveaux programmes, c'est-à-dire si vous avez déjà votre classe et vos manuels, ben, ça vous donne déjà pas mal de grains à moudre et faites la première période, donc semaine après semaine, sachant que ça va forcément bouger. C'est-à-dire que vous verrez déjà qu'à l'issue de la première semaine, vous n'aurez pas fait le tiers de ce que vous aviez programmé. Mais c'est pas grave, ça vous donne quand même un cadre, ça vous permet de vous familiariser avec les nouveaux programmes, avec les notions à enseigner, etc. Ça vous donnera déjà une première assise. Même si, je vous le dis encore, vous ne respecterez pas votre programmation. Et ça, je le dis à tout le monde, hein, c'est toujours comme ça. On fait une programmation, mais ça aide à garder ça aide à oui, à garder un lien avec les programmes, à savoir ce qu'on est censé devoir faire, etc. Et une fois qu'on entre dans la classe, là, on voit vraiment le niveau des élèves, comment est faite la classe, le matériel dont on dispose, etc. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va s'apercevoir que la programmation va pas tenir. C'est aussi pour ça que je dis, ne passez pas non plus trop de temps à une programmation qui de toute façon ne va pas tenir, parce que vous n'avez encore rien vu de concret. Donc, tant que vous n'avez pas vos élèves, faire une programmation quand on ne connaît pas ses élèves, il va y avoir déjà une première partie avec les évaluations. Et les évaluations, elles vont vous donner, les évaluations nationales, elles vont vous donner des informations concernant vos élèves. Et c'est à partir de là que vous allez vraiment pouvoir faire une programmation sérieuse. Ce qui n'empêche pas d'avoir une pré-programmation, hein. Mais une pré-programmation pour que dans votre esprit, vous soyez au clair avec ce que vous allez aborder lors de cette première période. Mais en tout cas, une fois que vous serez dans la classe, vous allez voir, tout va changer. Vous allez vous dire: «Ah oui, d'accord, ils en sont là. Ah oui, donc ça, je vais pas pouvoir commencer tout de suite. Ça, je vais nanana. Ça va pas le faire. Ça, là» et vous allez voir. Vous penserez à moi. Alors, Julie qui dit: «Comment faire dans ce cas?» Bah, Julie, j'espère avoir répondu un peu à votre question. Heu Chacun suit sa méthode. Comment faire dans ce cas? Dites-moi, précisez votre question parce que j'ai essayé de vous répondre, mais je ne sais pas si c'est une question nouvelle par rapport à ce que je disais ou si ça suivait, chacun suit sa méthode. Vanessa, comment faire pour adapter les manuels que l'on a dans la classe avec les nouveaux programmes? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les manuels que vous avez dans votre classe sont conformes aux anciens programmes, donc pas si éloignés des nouveaux programmes. Simplement, c'est organisé différemment. Donc vous allez bien voir ce qui est demandé dans les nouveaux programmes et choisir dans vos manuels tout ce qui est concerné encore. Et je vais vous dire 90% de ce qui est dans les anciens manuels va correspondre aux nouveaux manuels. Peut-être que ce qui va être nouveau, par exemple, c'est qu'il va y avoir des manuels spécifiques de vocabulaire. Voilà, toutes les nouvelles thématiques vont faire l'objet de nouveaux manuels. Mais dans les anciens manuels, vous aurez quand même du vocabulaire, etc. Donc là, ça va être à vous de réorganiser vos savoirs par rapport à votre manuel et conformément au nouveau programme. Faire un petit peu la gymnastique. Mais ça va être le cas pour tous les enseignants. Vous pensez quand même pas que tous les enseignants de toute la France et de tous les pays d'outre-mer de tous les territoires d'outre-mer vont aller changer les manuels.
euh, ça va pas pouvoir se faire au niveau des budgets, ce sera pas possible. Donc il va y avoir forcément l'adaptation. Et puis de toute façon, les anciens manuels sont encore pensez aux guides EduScol aussi. Les guides EduScol sont précieux, sont même, j'ai envie de dire pour moi, dans les trois, hein, c'est programme, guide EduScol, livret. Déjà, si vous avez ces trois-là par rapport à votre niveau de classe et si vous vous appuyez là-dessus, vous verrez ensuite que dans le manuel, vous vous direz, tiens, bah, je vais commencer par la page 14, et puis après, je vais aller à la page 6, puis après, je vais faire, voilà, vous le ferez à votre, vous voyez. Et puis, au pire, franchement, si c'est le début de l'année, c'est votre première classe, qu'est-ce qu'il y a de mal à commencer le manuel au début? On va pas vous le reprocher non plus. Comme je vous disais, il faut se détendre par rapport à ces programmes. Les formateurs eux-mêmes ne sont pas tout à fait formés à ces nouveaux programmes. Donc je ne pense pas que dans aucune académie, il y a un formateur qui vous saute dessus pour vous dire comment ça, vous n'avez pas adapté votre manuel au nouveau programme? Jamais de la vie. Donc faites aussi, si vous vous dites, moi je serais drôlement rassurée de commencer ce manuel qui n'est pas en lien avec les nouveaux programmes par le début, eh ben vous commencez par le début. Voilà. Je vous dis encore une fois, ce qui est important, c'est la gestion de classe. Si vous perdez trop d'énergie avec tous ces trucs, même si vos formateurs vous le demandent, ça ne veut pas dire qu'ils vous évaluent là-dessus. Ça veut dire qu'ils vous le demandent parce qu'ils essaient de vous familiariser avec les gestes professionnels du professeur des écoles. Mais ce qu'ils évaluent, c'est votre gestion de classe. Or, si vous perdez toute votre énergie et que vous vous stressez parce que la programmation, parce que les programmes, parce que le machin, parce que le truc, et que votre classe est le gros bazar, ben c'est là-dessus qu'on va vous évaluer. Donc pensez d'abord aux enfants, pensez à vous, à ce que la classe soit bien établie, les règles soient établies, les règles de vie, de classe, voilà, que chacun sache ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, comment est-ce que ça se passe, ce que vous vous présentiez, etc., que vous fassiez connaissance avec eux, qu'ils soient contents de venir vous voir. Ben, voilà. Tout ça, c'est aussi ce qu'on installe au début de l'année. Et c'est ce qui détermine la réussite de toute l'année. Vous voyez? Alors que quand on commence tambour battant, les programmes, les machins, les trucs, on oublie un peu nos élèves. Et quand j'ai envie de dire, les élèves ne sont pas ne s bon, sont un petit peu indisciplinés et cetera et que c'est un petit peu difficile, et que c'est encore comme ça à Noël, c'est plus difficile ensuite de remettre un cadre. La première chose, c'est on entre dans la classe, on s'installe, on fait connaissance, on, met le cadre. Ça veut pas dire qu'on leur serre la vis, hein, ça veut dire simplement: «Voilà comment ça va se passer cette année, voilà les règles» et cetera. Et puis on fait connaissance avec son équipe pédagogique et on demande de l'aide. On ne l'obtient pas toujours, mais il y a aussi des équipes pédagogiques extraordinaires. Alors, Rochana, qui double niveau pour moi CM1, CM2, les anciens CM1 et donc CM2 à la rentrée n'ont pas du tout le niveau, m'a prévenu l'équipe pédagogique, et plusieurs comportements difficiles. C'est du multiniveau, avec la différence entre élèves au-delà, voilà. La gestion de classe et la différenciation me semble compliquée pour une PES. Oui, ça l'est pour tout le monde. Honnêtement, Rochana, vous allez voir, ça l'est pour vous, ça l'est pour tout le monde. Parce que dans toutes les classes, il va y avoir des spécificités, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des... Donc pour tous ceux qui démarrent, pour tous les PES, ça va l'être. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vos formateurs sont là pour vous former, avant d'être là pour vous évaluer. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de vos formateurs, auprès de vos équipes pédagogiques, pour pouvoir justement appréhender, etc. Et puis avant de commencer à vous dire double niveau, CM1, CM2, tout ça, entrez dans la classe, faites connaissance avec les élèves, faites les évaluations nationales, faites-les passer, observez les résultats, voyez où est-ce qu'ils en sont, et à partir de là, vous allez commencer à pouvoir cibler vos apprentissages. Ça sert à rien de commencer bille en tête quand on ne sait pas où en sont nos élèves de toute façon. On le fait un petit peu, parce qu'on va commencer nos apprentissages dès le début, mais on va rester sur des choses qui sont voilà un petit peu valables pour tout le monde, peut-être un peu de révision, peut-être quelques jours, le temps des évaluations, et après, quand on connaît mieux les élèves, on cible. Et peut-être que vous aurez dans vos CM2 des élèves qui suivront les enseignements du CM1. Vous allez jongler en plus parce que vous allez avoir du CM1 nouveau programme avec du CM2 ancien programme. Donc franchement, vos formateurs comprendront parfaitement que la situation n'est pas simple pour vous. Ah oui, la directrice Mélodie, donc la directrice ne me dit pas avant le 25/8. Ouais. Eh ben, peut-être que vous pouvez quand même un peu parler avec elle avant le 25/8, au moins par téléphone, j'espère pour vous.
Ça peut être sans trop lui prendre son temps. Dites-lui, voilà, une quinzaine de petites minutes pour poser quelques questions, voilà. Pourquoi pas, Mélodie? Essayez. Sarah, Aroshana, oui, pareil pour moi. Alors là, vous n'avez pas fini de raconter tout un tas de choses, vous allez voir, hein, il va vous en arriver des aventures. Nadège, Linda, c'est ce que je me disais. Merci pour votre conseil. Je revois la directrice le 19/8. Super. Ok. Pas de budget. Eh oui, Julie qui dit j'ai pas de budget. Bah oui. Ah bah, pas de budget, ça veut dire qu'on fait avec les moyens du bord. Ça veut dire des photocopies à partir des, euh, des programmes, des guidés du SCOL et des livrets qui vous seront fournis. Voilà. Et puis, en vous aidant avec les équipes pédagogiques, vraiment en posant des questions, il faut vraiment demander, mais ok, tu fais avec ta méthode, qu'est-ce que c'est ta méthode et, euh, qu'est-ce que tu me conseillerais, etc. Ah, vous avez d'excellents blogs aussi sur Internet. Donc, allez demander, est-ce que tu suis un blog? Est-ce que tu pourrais me conseiller un blog? Euh, et puis, allez voir dès le début de l'année, n'attendez pas vos formateurs, même vous pouvez les solliciter avant qu'ils ne viennent vous voir. Ça, c'est une bonne démarche à faire. Vous allez voir votre conseiller pédagogique dès le début pour lui dire, ben voilà, parce qu'après le conseiller pédagogique, il est pris par autre chose. Quand il va venir vous voir, il va plus ou moins vous évaluer. Il n'aura pas eu le temps de vous former. Donc, dès le début, conseiller pédagogique, voilà, j'ai pas de budget, j'ai pas de manuel, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Honnêtement, hein, il faut pas hésiter une seule seconde. Les gens sont là pour vous, pour ça aussi. J'ai à qui dit bonjour, si on travaille avec un binôme, la programmation doit-elle être unique? Oui, la programmation, oui. Programmation, progression, il faudrait vous mettre d'accord, mais généralement, ça dépend si vous êtes en enfin, cycle 1 ou cycle 2 ou 3. Généralement, au cycle 2 et 3, on se répartit les thématiques. Maintenant, ça s'appelle les thématiques. Voilà. Donc vous allez faire vos programmations progression dans certaines thématiques et elles dans les autres, et après, vous mettez tout ça ensemble. Il faut que ce soit cohérent, évidemment. Pauline, j'ai un CE1, CE2 à la rentrée. Ma tutrice INSPE est anti-méthode manuel fichier. Ok. J'aimerais suivre ses attentes, mais je trouve ça très difficile avec un double niveau. D'autant plus que mener les séances de grammaire pour mener, voilà. Alors, votre tutrice INSPE ne sera pas la seule personne à vous conseiller et à vous donner voilà. Il y aura aussi la conseillère pédagogique, peut-être l'inspectrice, etc., ou l'inspecteur. Donc, j'ai envie de dire que d'abord à cette dame-là qui est anti tout plein de choses, il faut vraiment lui poser des questions précises. Comment je fais? Précisément. Expliquez-moi. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Comment est-ce que je peux commencer? Et ensuite, ne pas hésiter aussi à lui dire que vous n'y arrivez pas, que vous avez des difficultés, voir aussi avec la conseillère pédagogique. Voilà. Et puis, personne ne peut vous sous-évaluer vous sous-évaluer, vous donner une mauvaise évaluation parce que vous n'allez pas dans le sens de ce qu'elle préconise. Si elle est anti-méthode manuel fichier et que vous avez envie d'un manuel fichier, vous savez qu'il y a quelque chose qui est important à l'éducation nationale et qui s'appelle la liberté pédagogique. C'est encore de mise, c'est-à-dire que vous avez la liberté d'utiliser ou non des manuels et d'organiser un peu les enseignements comme vous voulez à partir du moment où vous respectez les programmes. Donc si vous vous sentez de faire avec des manuels et si vous avez à disposition des manuels, vous pouvez lui expliquer à votre tutrice INSPE que vous vous sentez tellement rassuré comme ça. C'est-à-dire pas la prendre à rebrousse-poil, lui dire j'ai bien compris que vous ne pensez pas que c'est favorable, mais moi cette année ça me rassure de partir de ce manuel et je vais essayer ensuite de m'en affranchir. Et pour l'instant, j'en ai besoin. Vous voyez? On est entre adultes, hein. C'est pas l'évaluateur qui vous regarde avec ses gros yeux et qui vous dit c'est pas bien, il faut pas faire comme ça. On est entre adultes. Donc vous avez aussi votre place à prendre en tant que adulte qui commence un nouveau métier et qui a besoin d'être formé. Et il faut vraiment le faire avec gentillesse, bienveillance, mais prendre sa place et dire bah, moi je préférerais commencer comme ça, voilà, ça m'arrangerait. Et voir avec la conseillère pédagogique en lui expliquant si besoin, et après elles se voient elles toutes les deux et elles en parlent. Vous voyez? Oui, oui, Pauline, même si elle est spécialisée en français, vous savez, quand on a 20 ans de métier, on peut être spécialisé dans plein de trucs. Et on donne des conseils et on le fait avec la meilleure volonté du monde, bien sûr. Mais il faut comprendre aussi que vous démarrez. Vous voyez? Donc, elle comprendra.
Je pense qu'elle comprendra. Si vous avez besoin de manuels, prenez des manuels et elle comprendra. Et si elle veut absolument que vous n'en ayez pas, il faut qu'elle vous aide concrètement. Concrètement. De rien, Vanessa, qui me dit merci pour vos réponses, votre réponse et vos conseils. Évaluation nationale pour les CE1 aussi, oui, toutes les classes. Évaluation nationale dans toutes les classes, vous serez guidés, vous inquiétez pas. Et moi, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet, c'est assez bien vécu par les élèves et ça permet vraiment de savoir où en sont nos élèves assez rapidement, euh, de repérer les élèves en grande difficulté, voilà. Et donc de donner, de donner des enseignements qui sont adaptés, de savoir d'où on part. Alors là, la date des évaluations nationales, c'est début septembre, mais enfin, ou mi-septembre, je sais plus. Moi, en fait, pour être très honnête, je ne suis plus en classe depuis quelque temps et il y a toujours eu des évaluations nationales, mais ça a changé, etc. Aujourd'hui, donc, je sais que c'est en septembre, je sais que c'est dans tous les niveaux, mais alors après, vous dire précisément, je sais même pas si dans toutes les académies c'est en même temps. Je pense que si, quand même. Parce que peut-être qu'en tapant euh, en allant sur Google, vous allez avoir des dates approximatives, date évaluation nationale. Je peux peut-être regarder tout de suite. Ça change aussi d'une année à l'autre. Date évaluation nationale. Évidemment, j'ai pas de réseau. Entre le 8 et le 19 septembre 2025. Voilà, j'ai une super réponse. Vous avez vu un peu. Merci Google. Alors voilà. Euh, donc voilà, Livia, pour votre réponse. Ah ben, Séverine avait répondu. Ok, merci Séverine. Juliette, ma binôme qui est la directrice, m'a appris qu'elle ne sera pas là à la rentrée car gravement malade, oui. Comment gérer la programmation sans connaître la personne qui va la remplacer? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse du tout. Votre binôme, ça veut dire donc que vous allez avoir la moitié du temps. Donc ça veut dire que déjà, il faudrait connaître la personne qui va la remplacer pour savoir ce que vous allez choisir l'une et l'autre, ou l'un et l'autre, suivant, pour, voilà, pour faire vos programmations. Donc à mon sens, c'est difficile. Ce que vous pouvez faire, c'est discuter avec la directrice et lui dire, bah voilà, quelles étaient vos thématiques? Quelles étaient vos matières? Comme ça, vous partez du principe que celle qui la remplace ou celui qui la remplace prend les mêmes matières. Vous savez ce que vous avez à faire et vous faites votre programmation sur les matières qui vous concernent. Je vous donne un exemple. Si elle prend nombre et calcul et que vous prenez espace et géométrie, ben voilà, vous faites votre programmation espace et géométrie, et la personne qui viendra remplacer la directrice s'occupera de faire nombre et calcul. Voilà, c'est euh, c'est ce que je préconise de plus concret. C'est vraiment de l'appeler et de dire quelles sont vos matières et moi, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que prennent d'habitude les gens qui travaillent avec vous? Voilà. J'espère que j'ai pu vous répondre, Juliette. Pauline, Alinda, merci pour vos conseils. C'est ce que j'envisage de faire pour m'aider sur mes progressions et gérer les temps en autonomie pour mes élèves. Alors, CP et tuteur, c'est la même chose. Alors, il y a différentes appellations suivant les académies. Généralement, vous avez un tuteur INSPE et vous avez un conseiller pédagogique qui, lui, fait partie de la circonscription. Donc, le tuteur fait partie de l'INSPE, il va venir vous évaluer. Le conseiller pédagogique fait partie de la circonscription, donc il travaille avec l'inspecteur d'académie. Et il va venir aussi, l'inspecteur de circonscription, pardon, parce que l'inspecteur d'académie, c'est encore plus haut. Et donc le conseiller pédagogique va aussi venir vous voir. Vous avez des conseillers pédagogiques généralistes. Vous en avez qui sont plus... Alors, les généralistes sont parfois plus spécialisés sur le français ou sur les mathématiques. Vous avez aussi des conseillers pédagogiques arts que vous pouvez mobiliser. Voilà, donc c'est ça les différentes personnes qui viendront vous voir. Mais donc, après, une fois que vous serez en poste, vous n'aurez plus les tuteurs INSPE, vous aurez seulement les conseillers pédagogiques et les inspecteurs qui viendront vous voir, vous former, vous aider et répondre à vos questions. Dès maintenant, il faut vraiment les voir, que ce soit les tuteurs, voilà, il faut les voir comme des guides, des gens qui sont là pour vous aider, ils sont là pour vous éclairer. Hein, commencez pas à vous faire des tas d'inquiétudes, n'écoutez pas les gens qui vous disent oh là là, tu vas voir, il est super sévère, ou je sais pas quoi. Il y a beaucoup de
on se dit beaucoup de choses dans les écoles, etc. Mais vous partez vraiment, restez, faut travailler sur son état d'esprit et son énergie. Il faut rester dans une bonne énergie et se dire que donc ces gens-là sont là pour vous aider et pour vous former. Je le répète encore, hein. Non, les évaluations nationales, vous ferez ça avec votre équipe pédagogique, Sausen. Donc ça, ne vous inquiétez pas, dès que vous allez arriver à l'école, on va vous donner tout ce qu'il faut. Chaque petit enfant a son livret, etc. C'est très très bien fait les passations pour les évaluations nationales. De rien, Juliette. Et Magali qui dit: Je précise que la directrice ne souhaite pas que l'on se divise les thématiques, mais que l'on suive chronologiquement le fichier de maths. Ah bah oui, c'est vrai que c'était déjà pas assez compliqué. Ben, faut lui demander comment vous voulez, parce que, alors, peut-être que pour les mathématiques, c'est comme ça, mais à ce moment-là, eh bien, vous faites des calculs par rapport à qui commence. Donc, si, vous voyez, vous séparez les apprentissages du fichier de maths par semaine, si c'est vous qui commencez, bah, semaine 1, vous faites semaine 1, semaine 3, semaine 5, etc. Si vous commencez la semaine 2, vous faites toutes les semaines paires. Je ne sais pas comment est votre fichier de maths. Donc ça, déjà, c'est réglé. Et puis ensuite, pour le français, enfin, ça me paraît quand même, il va falloir à un moment répartir quand même un peu les thématiques. Au moins, je sais pas. Je ne sais pas vous dire. Il va falloir vraiment échanger avec cette dame pour savoir ce que vous allez devoir faire. Et si vous n'avez pas de réponse parce que ben, cette dame est malade, etc., et que c'est compliqué, en référer aussi à la circonscription dès que possible, dès que ça ouvre. Donc les circonscriptions, elles ouvrent à partir du 15 août. Entre le 15 et le 20 août, les circonscriptions commencent à répondre. Et là, hop, pareil, hein, vous téléphonez, vous dites voilà, je suis le binôme de Madame Intel, qui est remplacé par, pour l'instant, personne. J'ai besoin d'aide pour commencer à faire ma programmation. Est-ce que quelqu'un pourrait venir me voir, au moins pour m'aider, voilà, à faire ou me donner quelques conseils, etc. Je ne peux rien vous dire de plus, Magali, parce que là, c'est vraiment un cas précis. Mais ça peut arriver à beaucoup de gens, hein, les remplacements, les choses comme ça. C'est pour ça aussi que vous voyez, se fixer, la programmation, de toute façon, elle ne prendra vraiment sens que quand vous aurez compris qui sont vos élèves. Donc là, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est il faut que j'ai ma programmation pour que mon tuteur ou la personne qui vient me valider, elle voit que j'ai la programmation. Mais en vrai, euh, ça va venir petit à petit et vous pourrez vraiment établir, j'ai envie de dire, une progression, une programmation stable à la fin de la première période. C'est-à-dire, première période, vous allez commencer effectivement les enseignements, etc. Vous aurez déjà fait une pré-programmation sur cette première période, vous faites connaissance de vos élèves et ensuite, une fois que vous savez, ben, par exemple, quelle est la personne avec laquelle vous travaillez, comment est-ce que vous vous entendez avec et comment vous êtes réparti le travail, ou qui est le remplaçant, ou comment sont vos élèves, ou comment est configurée la classe, ou quel est le matériel, enfin voilà. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions qui sont quand même la base pour faire la classe, après vous allez pouvoir concevoir vos progressions. Première période, vous n'aurez pas le temps, vous aurez le nez dans le guidon. Donc, à l'issue de cette première période, là, vous pourrez vous poser pendant les vacances et vous dire, OK, maintenant je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à faire, je sais quelles sont les difficultés de mes élèves. Voilà. Et là, vraiment, sur le reste de l'année, commencez à, vous voyez, vous savez aussi par qui vous êtes évalué, vous aurez eu des tas de conseils, enfin voilà. Donc, rassurez-vous par rapport à cette pré-rentrée là, hein, ne faites pas de surcharge mentale ou de surcharge de stress avant d'entrer dans la classe. Dites-vous que on n'attend pas de vous dès le premier jour que vous soyez au top, hein. Prenez les choses, la méthode des petits pas. Prenez les choses petit à petit. Et là, pendant ces vacances, profitez de vos vacances. Vous allez avoir besoin d'énergie à la rentrée. Lisez simplement les programmes, voyez quels sont les textes officiels, commencez à faire connaissance avec vos classes quand vous le pouvez, avec vos binômes, vos équipes quand vous le pouvez, et surtout, dites-vous que vous ferez comme vous pourrez. Vos élèves sont difficiles, vous ferez comme vous pourrez. Vous avez un triple niveau, vous ferez comme vous pourrez. Vous avez ceci, ceci, cela, vous ferez comme vous pourrez. Vous ferez toujours de votre mieux, et c'est ça. Vous voyez, c'est un peu basique ce que je dis, mais il faut vraiment garder une philosophie voilà. Pour tenir longtemps, il faut rester et en plus les enfants, les élèves étant des éponges, quand ils ont devant eux un zébulon complètement stressé qui a passé 2 mois à faire sa programmation, eh ben ils vont
refléter votre état d'être. C'est-à-dire qu'ils vont être comme vous, complètement agités, nanana. Moi, ça, je l'ai vu vraiment. Les élèves, quand ils ont devant eux un enseignant calme, qui a plaisir à être en face d'eux et qui pose les bases et qui va pas à pas, eh ben, ils sont comme leur enseignant. Ils sont calmes, ils sont structurés, ils sont là, là. C'est une vraie, moi j'ai appris de ça. Quand j'étais une jeune enseignante, j'ai appris de ma collègue de la classe d'à côté. Moi, chez moi, c'était le gros bazar. J'avais les enfants qui me tenaient, j'avais des petits moyens, qui me tenaient par le pantalon parce que ils voulaient leur papa et leur maman. À chaque fois que j'allais dans la classe de ma collègue d'à côté, qui certes avait une grande section, donc je voyais que là, ça fonctionnait à merveille. Et au bout d'un moment, j'ai compris qu'elle, elle était calme et que moi, j'étais stressée. Et que donc, ben, on avait les élèves qu'on avait chacune, voilà. Donc, on se détend. Bon, je sais pas si ça vous aura beaucoup aidé tout ça. On va s'arrêter là. Euh, Saoussen qui dit, on vous mettra avec ma binôme 3 semaines avant devant les élèves et 3 semaines INSPE avec. Avez-vous des idées de répartition de matière? 3 semaines, 3 semaines? Non. Alors voilà, le problème de 3 semaines, on peut pas se répartir les matières. Parce que 3 semaines, c'est trop long. Quand c'est parfois dans certaines académies, c'est 2 jours, 2 jours. Oui, ça c'est vrai. Se répartir les matières, c'est valable quand on est dans des académies où on fait 2 jours, 2 jours, voire une semaine, mais je crois qu'une semaine, voilà. Dès qu'on dépasse 2 semaines, c'est plus possible. Parce que les élèves, ils peuvent pas, il y a des trucs, ils peuvent pas attendre 2 semaines pour les faire. Donc, voilà. Alors Vanessa qui dit avec la méthode MHM, on est aussi obligé de suivre chronologiquement et pas par sous-domaine. Bon, ben voilà, si vous avez votre classe, non, mais après c'est vrai que vous allez faire des incursions à l'INSPE, revenir, etc. Donc effectivement, pour les 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines, il va falloir s'organiser effectivement chronologiquement. Vous faites bien de me le rappeler. Moi, j'étais partie dans vous avez votre classe, mais c'est vrai qu'il y a aussi, vous allez aller à l'INSPE. Et donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand vous serez à l'INSEE, vous pourrez vous reposer de la classe, vous pourrez poser toutes les questions nécessaires à vos formateurs. Donc, dites-vous aussi que cette année, elle va être allégée de ce point de vue-là. C'est-à-dire que vous n'aurez pas... Et alors, ça présente des inconvénients. C'est-à-dire que quand on quitte sa classe, ben, les petits élèves, ils se font à l'autre personne. Puis après, quand on revient, c'est un peu difficile de les récupérer. Mais tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, là, je vais pas rester davantage parce que ça vous donne presque trop d'informations. Dans la formation de Passion Pédagogie, tout ça est pris en compte. Il y a des tutorats, donc vous allez pouvoir échanger avec votre tuteur. Il y a des vidéos, il y a les cafés gourmands, tout ça. Donc toutes ces problématiques hein, de programmation, de progression, d'entrée dans la classe, des échanges avec les formateurs, tout ça, ça sera traité avec les professeurs de chez Passion Pédagogique, qui sont bien sûr des gens qui sont en place à l'Éducation nationale et qui pourront vous répondre de manière plus adaptée et peut-être un peu plus ciblée que je ne peux le faire là tout de suite. Voilà. Vanessa qui dit avec la méthode, oui, oui, je connais la méthode heuristique. Non, non, mais après c'est un très bon choix, hein, donc évidemment que là-dessus, euh, alors vous dites qu'il n'y a pas de manipulation aussi, ça m'étonne. Après ça dépend peut-être du niveau, il y a, ouais, voilà. Bon, on va pas entrer dans le détail ici. En tout cas, j'espère que attendez, je reviens là. Hop. J'espère que ce live vous aura été utile. Et pour conclure, très rapidement, hein, mais bon, je l'ai déjà dit 15 fois, pour une transition progressive en douceur, pour revenir à nos programmes, parce que là, on a un peu quitté les programmes, vos évaluateurs n'attendent pas que vous maîtrisiez ces nouveaux programmes dès le 1er septembre, hein, loin de là. Ils attendent que vous montriez un premier engagement dans leur compréhension et leur application. C'est-à-dire que si vous commencez cette année en montrant que vous savez vous repérer dans les programmes et que vous savez globalement quels sont les changements majeurs dans votre classe, dans votre cycle, c'est déjà une bonne chose. Vous voyez? Donc, on prend les choses vraiment tranquillement et n'oubliez pas de vous ressourcer pendant ces vacances. Voilà. Euh, on arrête donc là ce live. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Peut-être nous reverrons-nous sur la formation Passion Pédagogie. Voilà. Et je vous souhaite une très belle année scolaire. C'est un métier magnifique. Et
qui est difficile parfois, c'est vrai, et surtout la première année. Donc gardez à l'esprit qu'on est tous passés par là, qu'on a tous galéré, voire, j'allais dire je peux pas le dire, c'est un gros mot, mais comment dire autrement? On a tous, on a tous été en échec, heu, on a tous eu des remontrances de nos formateurs, voilà, on a tous connu ça. Donc souvenez-vous-en, quand vos élèves ne répondent pas, quand vos élèves ne sont pas comme vous vouliez, quand vous avez l'impression que vous ne faites pas ce qu'il faut, souvenez-vous que tous les enseignants qui aujourd'hui sont chevronnés, qui sont de bons enseignants, sont passés par là. Voilà, on a tous été débutants. À bientôt, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle période estivale et ensuite une bonne rentrée. Au revoir!